merci à toutes et tous d'être venus ce soir, d'avoir bravé l'hiver et la pluie pour venir juste dans l'Académie du climat. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Je suis Thomas Navini, je suis le président de Villette Meffer. Je me présente un petit peu plus par la suite. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'être venus. On regardait tout à l'heure des inscrits et d'où ils venaient. Et donc, ça montre que le sujet de comment aligner compétences et acteurs pour réussir la transition intéresse un très grand nombre d'acteurs très différents, que vous soyez d'organisations publiques ou d'organisations privées, quel que soit le type d'expertise. Et on va essayer pendant cette heure et demie, ensemble, de pouvoir traverser le sujet avec des regards d'experts qui vont intervenir sur tout au long de la chaîne de valeur de la formation, avec des regards des fois de vision systémique, des fois à travers une filière, parfois sur des enjeux plus précis et plus spécifiques, pour nous donner une vision d'ensemble et essayer de voir en fait quels sont les prochains pas à suivre et comment partir vous emmener avec nous, avec Formation Transition, autour de ce projet de comment faire pour changer d'échelle, autour des compétences, des vecteurs pour réussir la transition écologique à la formation professionnelle. Je peux remercier également, si on est là, c'est dans le cadre d'un projet qui était financé, ça s'appelle Défining, qui a été financé par le ministère du Travail, notamment, qui prendra la parole, ainsi que par la Caisse des dépôts qui opérait le programme. Donc, je vous remercie d'être présent et de le permettre de réaliser cet événement. Et avant de vous présenter le déroulé, je voulais aussi remercier l'ensemble des intervenants, une nouvelle fois pour être venus aujourd'hui et de mettre votre temps pour faire collectif, commun ou coalition, on verra les formes que ça peut prendre. Et je vais aussi remercier l'équipe de Villette Networks et l'équipe de Pivot qui a travaillé d'arrache-pied à l'organisation de cet événement. Juste pour vous présenter les différents temps de la soirée, je vais commencer par laisser la parole à Madame Bois du ministère du Travail. Puis après, je vous présenterai quand même formationtransition.fr, donc l'objet, le résultat de ce projet, et on va vous présenter à quoi ça ressemble. Et puis après, pour prolonger ce que ça évoque comme discussion, on s'était dit qu'on voulait prendre le format un peu du cadavre vexi, où vous allez avoir 9 intervenants, 8 intervenants qui vont se succéder autour d'une thématique précise. Et donc là où s'arrêtera l'un, reprendra l'autre. Et puis je pense qu'à la fin, la parole vous sera donnée pour que vous puissiez continuer à enrichir cette discussion. Donc, sans plus attendre, je vous remercie et je passe la parole à Madame Yann Thierry-Bois. Allez. Je suis ravie d'être là parmi nous. Donc, Philippe Moret-Télébois, qui est en charge du plan de transformation de digitalisation de la formation professionnelle au sein du ministère et plus particulièrement au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc d'abord, un grand merci aux partenaires du projet OPFE pour nous accompagner. Merci à Villette Makers pour l'invitation. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Mais si je suis là ce soir, c'est pas seulement pour remercier, c'est aussi pour remettre un peu dans son contexte le projet qui va vous être présenté. Donc pour ça, je vais vous demander de vous projeter quelques années en arrière. En 2021, le ministère du Travail a décidé de lancer donc un plan de transformation de la formation dans le cadre du plan France Relance qui a permis, à l'issue, au sortir du Covid, de redresser un certain nombre de choses, dont la formation. La conviction que nous avions, c'est qu'à la sortie du Covid, on ne formerait plus comme avant, parce que la période nous avait montré qu'on pouvait faire autrement. Nous avait montré qu'on avait des marges de progression, et puis aussi parce que les métiers évoluent de plus en plus rapidement, parce que les publics changent, parce que les grandes transitions auxquelles nous faisons face, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales et numériques, bien sûr, exigent de nouvelles compétences et surtout de nouvelles façons de former. Donc ce plan de transformation, en fait, on avait 2 ambitions majeures. La première, c'était de transformer assez profondément et surtout durablement la formation professionnelle en basculant autant que possible vers des modèles plus hybrides et en combinant toutes les modalités pédagogiques possibles, mais aussi les lieux de formation pour être vraiment au plus proche des besoins des apprenants.
Et puis, la deuxième ambition, c'était de positionner la France au meilleur niveau possible en matière d'innovation pédagogique, en soutenant notamment la capacité d'innovation des acteurs de la formation, et puis en faisant en sorte de favoriser ainsi l'émergence d'une filière d'excellence française. De belles ambitions. Donc, pour matérialiser ce plan, on a mis en place 2 axes principaux. Donc, le premier a consisté à soutenir les projets innovants de digitalisation et d'hybridation de la formation, qui se matérialisent donc par un appel à projet qui s'appelle Definum. Et on avait un deuxième axe qui va sans doute aussi vous parler, qui était de soutenir les formations dans les tiers-lieux, parce que ce sont donc des lieux ouverts, collaboratifs et surtout très ancrés territorialement. Et c'est donc un axe qui a été matérialisé par un deuxième appel à projet qui s'appelle Definum tiers-lieux et qui soutient aujourd'hui plus de 200 projets dans chacune de nos régions. Donc le projet dont nous allons parler ce soir, en fait, c'est une réalisation majeure d'un des projets qui sont lauréats de l'appel à projet Definum. Donc le projet s'appelle Orpé. Aujourd'hui, on va vous parler de la plateforme Formation Transition. C'est donc une des briques, une des plateformes du projet que nous avons financé. C'est un projet qui aujourd'hui est porté par Made in Montreuil avec un consortium assez complémentaire. Donc là, vous avez les 5 plateformes qui sont financées et développées. Donc juste quelques petits mots peut-être sur Definum pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc Definum, c'est un appel à projet qui aujourd'hui en fait a sélectionné 45 projets. C'est un appel à projet qui arrive quasiment à son terme, en tout cas d'ici à la fin de l'année 2026. Donc d'ailleurs, le projet Orphée a clôturé son projet fin 2025. Et on continue sur toute l'année. C'est un projet, c'est un dispositif qui est assez structurant, qui est copiloté aujourd'hui à la fois par le ministère du Travail et par le SGPI, et qui est opéré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de France 2030. D'ailleurs, je profite pour remercier la Caisse des dépôts pour le travail assez remarquable qu'ils opèrent tous les jours dans l'accompagnement de nos lauréats, parce que c'est quand même assez primordial. Donc, ce dispositif, c'est un investissement de 100 millions d'euros qui est financé, comme vous l'avez dit, par l'Union européenne. Et c'est vraiment un dispositif qui est visé à soutenir des projets qui étaient portés par des acteurs du terrain à l'échelle soit d'une filière, soit de réseaux de formation. Et il avait 3 exigences, appel à projet. La première exigence, c'était de porter des projets d'envergure nationale ou interrégionale. La deuxième exigence, c'était de porter des projets qui avaient un fort engagement de mutualisation, c'est-à-dire un engagement à mutualiser les productions qui étaient déployées dans le cadre du projet et financées par l'État. Et puis un troisième engagement qui était bien sûr d'être vraiment porteur d'une forte dynamique d'innovation pédagogique en mobilisant notamment les nouvelles technologies, mais aussi les sciences cognitives. Donc le projet Orphée, globalement, a coché toutes les cases puisqu'il a été sélectionné, il a répondu à ces différents critères. Donc d'abord par sa dynamique d'innovation pédagogique, puisqu'il s'adresse aux métiers du faire et aux transformations auxquelles font face ces métiers, en mobilisant tout particulièrement et pleinement les outils du numérique, puisqu'aujourd'hui donc ce sont 5 plateformes qui ont été développées dans le cadre de ce projet. Et donc, on va vous présenter l'une d'entre elles ce soir. Il a pleinement répondu aussi parce qu'il a eu un engagement très fort de mutualisation et d'ouverture. Aujourd'hui, toutes les productions ont été développées, en tout cas de ce que je sais, en open source. Donc, ça veut dire que ce sont des modalités que vous pouvez vous approprier et que vous pouvez aussi venir enrichir demain. Et puis, au-delà d'une simple plateforme, France Formation Transition, que l'on va vous présenter, au-delà d'une plateforme, c'est aussi un lieu collaboratif, un lieu de rencontre entre formateurs, entre territoires, entre citoyens engagés et entre chercheurs aussi. Voilà. Et le dernier point, c'est que ce projet, en fait, il incarne aussi quelque chose qui était une vraie volonté de notre part, qui était de renforcer les ponts qui pouvaient exister ou pas, qui étaient distendu entre l'écosystème de la formation professionnelle et celui des tiers-lieux. Et en tout cas, Villette Makers, pour moi, est l'incarnation parfaite de ça, puisque c'est à la fois un lieu de culture, un Fab Lab,
un lieu d'espace partagé, un organisme de formation, donc un lieu où on vient expérimenter, où on vient se former autrement, mais où finalement le numérique n'éloigne pas du réel, au contraire, il vient le reconnecter à la fois aux pratiques et aux usages. Donc merci, merci pour cette réalisation réussie qui démontre qu'on a eu raison de venir soutenir ces projets qui répondent parfaitement à nos objectifs, qui démontre aussi surtout combien la formation professionnelle aujourd'hui est un levier assez puissant de transformation et de transition, et là tout particulièrement au service de la transition écologique, qui est par ailleurs un axe majeur pour le ministère du Travail. Donc merci pour cette réalisation. Je vous souhaite une belle soirée, riche d'échanges, d'inspiration et de perspectives. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que cette plateforme, elle vive, qu'elle soit utilisée, qu'elle soit partagée, qu'elle soit enrichie, parce que finalement, les projets que l'on finance, ils prennent tout leur sens quand tout le monde se les approprie. Donc, et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Et effectivement, et je tiens à saluer aussi Raphaël, le porteur du consortium, qui est ici présent. Merci pour cette coordination incroyable. Alors, moi, je vais vous présenter du coup Formation et Transition, puisque c'est une des 5 plateformes, celle dont on n'a pas parlé, je suis le président de l'association. Donc, donc, Villette Makers, effectivement, à définir, c'est pas forcément toujours évident parce qu'on fait plein de choses. Donc, vous voyez, on est dans le parc de la Villette, cette année, on va fêter nos 10 ans d'existence. Et en 10 ans, on a une organisation, c'est que c'est la semaine, on accompagne les professionnels à transformer leur mode d'action, leur modèle économique et la façon dont ils produisent. Et le week-end, on travaille à changer le mode de comportement, la manière, le rapport qu'on a à la matière, à la consommation, pour apprendre d'autres choses. Et donc ça donne que 800 organisations qui ont été accompagnées au cours de ces 10 ans, 50 000 personnes qui ont participé aux ateliers durant les week-ends, et puis depuis 2021, on est devenu organisme, à force d'accompagner les gens, on est devenu organisme de formation à l'économie circulaire, et on a développé un référentiel de compétences, et on s'est lancé là-dedans, et 200 personnes ont été faites. Alors ça, je remonte ce schéma, parce que on l'avait fait quand on a fait le schéma du dossier concours, remis à jour par Arthur, merci. Mais c'était comme ça qu'on avait imaginé la chose. Donc c'était comment on fait une chaîne de valeur territoriale autour d'une communauté, d'un moteur, qui sont les communautés créatives, dont on va utiliser l'énergie et le talent pour pouvoir mettre en la valeur autour de tout un écosystème territorial, en racontant cette chose où, eh bien, d'abord, je vais former les gens, découvrir avec le grand public des ateliers. Ça va me donner envie de me former, de me lancer. Après, je décide de me lancer et de commencer à travailler. Quand je travaille pour Villette Maker, je vais prototyper des choses. Et en même temps, quand on est à Villette Maker, on fait partie du coup d'un réseau de plus de 60 savoir-faire différents. Et à partir de là, nous, on va, comme une marque collective, aller chercher des projets et créer des équipes qui vont pouvoir accompagner les entreprises qui sont, au départ, on commence avec de l'événementiel apprenant, puis après on fait un peu de prototypage, et puis après on fait des démarches de plus long terme. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qu'on avait imaginé il y a 10 ans, qui nous permet de ne pas avoir une économie incroyable, parce que c'est pas fou, mais en tout cas une économie robuste et résiliente, puisqu'on a réparti énormément sur plein de modes de financement différents et de modes de ressources différentes, et on a un lien très très fort entre le fournisseur et nos clients, qui sont souvent les deux en même temps. Voilà, c'est juste pour pas préciser cette particularité dont on est assez content. Et donc ça nous a permis de faire un certain nombre de projets. Donc là, je vous en cite quelques-uns pour des choses que vous avez peut-être pu connaître. Donc, le programme des microfolies, apporter tous les trésors de la nation au plus proche du territoire. Donc le musée numérique, auquel on a doublé d'une partie qui s'appelait le Fab Lab dans les microfolies, pour lequel on a fait le prototypage pour le compte du parc de la Villette, du ministère de la Culture, et on a participé à son déploiement. Dans le parcours à la Villette, c'est aussi le lieu emblématique des parcours d'éducation artistique et culturelle pour tous les publics empêchés parisiens et d'Île-de-France. Et donc on accueille 25%, donc en général on vient faire une expo, voir une pièce, on fait un atelier. Je suis un peu simple, mais du coup nous on accueille 25% de ces parcours, donc soit plusieurs centaines de jeunes par année. Et puis on a aussi on a le collaboratif, et les groupes de jazz, ils ont un peu cette particularité
d'aussi faire plusieurs projets en même temps, plusieurs métiers en même temps, plusieurs projets. Et donc on organise toute la programmation, donc si vous revenez en collectif, la programmation gratuite de Jazz à la Villette en format gratuit. Et puis dans les choses moins culturelles, ou pas vraiment, il y a Design Circulaire 360, qui est la formation historique de design avec économie circulaire qu'on réalise depuis 6 ans maintenant. Formation de transition, je le parlais. Un autre projet, France 2030, qu'on a développé avec les augures sur la culture et sur la transition dans la culture autour de l'écocénographie et des pratiques de matière, qui s'appelle l'écotech. On fait également de l'écologie industrielle et territoriale en milieu urbain. On accompagne la ville de Paris sur le 11e arrondissement dans ces dynamiques d'économie circulaire et de synergie entre les acteurs. On accompagne le CIPTOM sur le concours de design zéro déchet qui s'adresse à toutes les écoles de design, d'ingénieurs et maintenant aussi à partir de cette année, écoles de commerce également de France pour trouver des produits et services de demain qui permettent de faire du zéro déchet. Manufacture de proximité, donc ça on pilotait pour le compte de l'Agence nationale de cohésion des territoires, du coup le programme de développement des 100 manufactures de proximité en France, pour lequel on a fait tout le mentorat, modèle économique, aménagement et montée en compétences des équipes locales. Un projet européen qui s'appelle Craft Work for All, qui est un projet de 4 ans qu'on fait avec 14 pays européens, qui travaille du coup sur le développement des parcours entre designers et artisans d'art à l'échelle européenne pour travailler sur des co-créations et du développement économique et de la création de réseaux au sein de ces différents. Donc là, on accompagne 2400 artisans et designers sur Canfin en Europe. Et puis, Génie Arte, c'est un peu différent, mais ça fait maintenant 4 ans qu'on accompagne Arte, l'incubateur d'Arte, sur les questions des nouveaux récits et des nouvelles modalités de comment on arrive sur les écritures. On met du coup des gens qui viennent du monde de l'image dans d'autres situations pour générer de la créativité et générer du collectif. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment la variété des choses qu'on peut faire à Villette Maker. Et on est très heureux de ça. Et donc, ce soir, je vais vous parler de ce qu'on a fait. Dans Orphée, on fait 3 trucs. C'est toujours très très foisonnant. Design de l'économie circulaire. Donc, on a commencé, au départ, on a commencé le projet en voulant faire ça. C'était du coup de numériser, de faire nos formations en format distanciel, complètement en ligne, parce qu'il n'y avait que les Parisiens qui pouvaient faire ça, c'était à plein temps, etc. Et donc on a fait 3 parcours, qui sont maintenant des parcours thématiques autour de la méthodologie qu'on a mis plusieurs années à mettre au point, qui est autour, soit je m'intéresse au design et au cycle de la matière, soit je m'intéresse aux modèles économiques et au pilotement des modèles économiques des structures, soit je m'intéresse aux dynamiques de territoire, donc j'utilise la démarche de design dans cette optique-là, en utilisant l'outil de l'économie circulaire, de la pensée systémique et de... Donc ça, c'est ce qu'on a fait première note. Et puis après, une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit c'est pas suffisant. En fait, on a vu qu'il y avait un certain nombre de contenus, de compétences clés sur la transition qui manquaient. Et donc, on a voulu créer 4 MOOC avec 4 entités reconnues en France en tant que pionniers. Parce que c'est une des choses que vous allez voir aussi, c'est que de manière générale, les gens qui sont mis à la formation dans la transition écologique, ce sont des praticiens qui, pour se développer et changer dans l'échelle de pratique et mieux accompagner leurs clients, se sont mis à faire de la formation professionnelle. C'est quand même une particularité dans ce secteur. Donc, 4 books qui ont été faits, 2 sur l'éco-conception, un premier découverte avec le pôle éco-conception, et puis quelque chose d'un peu plus approfondi avec la coopérative NI, et ce soir, Ophélie pourra prendre la parole dans la seconde partie des styles de conséquences. Aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer, puisque Stéphanie est là, que le MOOC sur l'introduction à l'économie de la fonctionnalité de la coopération est officiellement en ligne. Et donc, c'était un long travail. Donc, à chaque fois, ces projets, ça a pris pas des années, mais 1 année et quelques, à chaque fois à monter, chacun ses MOOC. Et puis, avec Scale Changer, Isabelle Oyo prendra la parole tout à l'heure, la question du changement d'échelle. La question du changement d'échelle dans les entreprises sociales, mais pas que, avec aussi une dimension territoriale très très forte. Voilà. Donc pour nous, ça nous semblait quelques briques de base dans les compétences sur lesquelles il était nécessaire de faire des MOOC pour arriver à ça. Et puis après, on est parti dans formation transition, on vous disait, parce qu'on a un peu l'esprit d'escalier, on est parti comme ça, et on s'est dit, mais en fait, et c'est là où j'en ai à la suite, mais si je veux me former à la formation, à la transition écologique, mais où je vais? Et alors, avant ce site-là, vous alliez nulle part, puisque vous pouviez taper un mot-clé dans Google, mais vous n'alliez pas savoir quelles sont les compétences qui s'adressent à votre secteur ou à votre fonction. Ou si vous êtes très curieux
vous allez dans l'annexe 4 de la fédération professionnelle qui vous concerne et vous allez trouver le tableau qui, effectivement, a noté de manière synthétique ces compétences. Et puis après, vous allez chercher un organisme de formation qui n'aura pas le même référentiel, vous allez chercher, et du coup, vous allez avoir que le listing Google qui apparaît. Voilà, débrouillez-vous. Donc, on s'est dit, bon ben voilà, vraiment, tous ces gens qui veulent s'engager, il faut donner un moyen, il faut donner un outil pour faire ça. Et donc, c'est là-dedans qu'on est parti, et on a embarqué avec nous, dans la partie écriture, dans la partie écriture, je pense qu'on était 25, et dans la partie organisme de formation, 55 OS. Donc on est parti dans un truc un peu démesuré, mais ça a bien marché. Et donc le site, il est organisé autour de 3 onglets. S'informer, c'est quoi les enjeux auxquels on doit s'adresser suivant ma filière professionnelle, suivant master fonctionnel, suivant ADD, sociaux d'achat, ou est-ce que je suis en logistique. Après, la deuxième question souvent qu'on se pose, ça lag un peu, Madio est en mode, je vais ralentir le devis. Vous pouvez aussi, comme vous pouvez très mal le lire, ça vous informe, vous savoir comment faire pour vous orienter. Et donc là, c'est quelles sont les modalités d'action. Est-ce que je suis un entrepreneur? Est-ce que je change de métier? Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je trouve les compétences dont j'ai besoin? Voilà. La plateforme, elle est faite pour 2 entrées. Soit vous êtes salarié, demandeur d'emploi, mais aussi une entrée entreprise, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à développer et adapter leur référentiel métier en fonction de la transition écologique. Donc pareil, en fait, on soit conseiller France Travail ou un DOTCO ou une fédération, en fait, on a ce même besoin d'informations facilement accessibles. Donc là, vous ne pourrez pas lire, c'est pour vous donner envie d'aller directement sur le site. Mais donc, vous voyez, vous allez retrouver un ensemble d'enjeux. Donc, on s'est énormément basé sur le rapport du Shift Project, dont Cécile pourra nous parler juste après, surtout sur la partie générale et chapeau des enjeux auxquels on a besoin. Et puis après, vous allez retrouver l'ensemble des enjeux, des métiers, des compétences par filière et par staff fonctionnel. Tout ça écrit de manière très très simple, parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas dans du jargon professionnel de formateur, mais on doit s'adresser à tout un chacun. Voilà, et donc vous trouvez après, donc cette deuxième partie, donc, détail le guide d'orientation avec les différents moyens d'action et la manière dont vous pouvez le faire. Et donc en fait, ces rubriques-là, en fait, ça a été de nombreux tests qu'on a fait avec différents éditeurs pour savoir en fait quels étaient les besoins et les récurrents pour déterminer cette séquence, s'informer, s'orienter et se former. Et après, on arrive sur la dernière partie qui s'appelle le catalogue de formation, ce qui peut ressembler à un catalogue de formation. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait préalablement à ça, c'est qu'on a défini une matrice que je ne vous présente pas, mais qui prend toutes les filières, qui prend après toutes les sphères fonctionnelles, donc voilà, et qui dans chacune de ces cases-là, après, vient reprendre compétences techniques, compétences transverses, besoin d'acculturation. Et puis, on a essayé de cocher toutes les cases et de compléter entre les offres des experts, ce qu'il était sur le marché, pour arriver à faire une grille générale. Ce qui nous a donné un certain nombre de compétences transverses qui peuvent s'appliquer, et qui se sont générées, qui peuvent s'appliquer de manière transverse à toutes les filières. Et puis, on spécifie après des compétences spécifiques qui sont proches aux filières. Donc, ça, l'ensemble des filtres, et vous avez dedans, sur cette plateforme, aujourd'hui, il y a 120 formations, il y en a 20%, plus de 20% qui sont en accès libre et gratuit. On a écrit, donc on a 55 OS, 16 filières, et voilà, donc c'est vraiment pas très agréable à dire, je suis désolé. Et donc là, c'est ce dont on vous parlera juste après. Voilà. Que vous dire de nous, on en est, donc aujourd'hui, ça fait 10 000 visiteurs mensuels, on a lancé ça le 4 novembre, donc on a un bel engouement, donc on est content de l'accueil qu'a ce site. Je vous le disais, 120 formations, 57 OF. Pour l'instant, on a 14 filières identifiées. C'est vraiment un travail on trouve qu'on a commencé une belle première brique d'un bien commun numérique autour de la transition, qu'on voudrait bien poursuivre, et c'est un peu pour ça qu'on imaginait aussi ce lancement-là, de se dire, bon, il faut embarquer en fait tous les gens qui sont des briques de connaissances diverses pour qu'on travaille en commun autour de cette plateforme d'information et de formation, et de créer de la connaissance solide autour des référentiels de compétences qui pourront être diffusés. Donc que vous soyez OF, OPCO, fédération, que vous soyez un professionnel qui vous intéresse, qui ait une expertise, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on discute de ça. Et un des projets pour Andrew qui est imaginé pour la suite de ce projet-là, c'est
un référentiel interopérable entre les différentes filières qui peut aussi s'appliquer à tous les se décliner sur les différents référentiels RH et des métiers de chacune des branches. Et donc on verra, peut-être on en parlera, mais une idée dernière de changer d'échelle, c'est de permettre cette duplication et ce passage de on a une matière brute et comment je fais moi concrètement dans mon entreprise en accompagnant les personnes pour faire cette montée en compétences. Donc voilà, donc, pour réfléchir à ça, à ce que ça pourrait devenir, on a eu l'idée de faire cette exquis des compétences et je vous remercie de vous prêter au jeu. Alors, je l'ai jamais fait avant, cette exquis des compétences. Du coup, c'est une première. J'espère que voilà, on compte sur un gens. Normalement, les transitions se passent bien ou pas, vous verrez. En tout cas, merci beaucoup. Et je vais aussi remercier tous les joueurs qui participent déjà et inviter les autres aussi à venir nous rejoindre à discuter. Et pour commencer, si je ne me trompe pas, voilà le squelette de l'exquis des compétences que nous proposons ce soir. Donc on part à partir d'une vision systémique, de l'engagement des dirigeants, de comment ça se regarde au niveau d'une filière. Quand on est un organisme paritaire collecteur, comment on finance, comment on massifie les parcours. Quand on est là sur une filière professionnelle et qu'on a une responsabilité sectorielle, comment ça se passe. Et puis après, on va rentrer un petit peu pour les gens qui accompagnent et qui font. Qu'est-ce qu'ils détectent du terrain avec un premier prisme sur les conceptions et puis un second sur le changement d'échelle et l'accompagnement des dirigeants, dont on va voir que c'est toujours l'un des points clés du changement d'échelle. Et puis, on terminera avec les collectifs, parce que tous autant que nous sommes quasiment tous salariés et engagés avec les collègues. Ça nous préoccupe de nos vies personnelles et on a envie de s'engager aussi sur le travail. Et donc, c'est Paul qui terminera du coup cette prise de parole de ces phases, de ce vivant exquis des compétences, pardon. Et voilà, et pour commencer, Cécile, ce n'est plus la même parole. Voilà. Je vous donne la parole des Chic Project, qui est le site spécialisé des enjeux énergie-climat et pour mission de libérer notre économie de la contrainte carbone. Vos travaux sont guidés par la rigueur scientifique et l'apartisanisme, et vous êtes librement accessible sur votre site pour éclairer tous les décideurs. Vous avez rejoint le Shift Project en 2024 pour mettre vos 30 ans d'expérience en formation et en RH au service de la mobilisation des acteurs de l'emploi et de la formation pour la transition écologique. Vous travaillez sur les impacts de celle-ci sur les métiers et les compétences, et vous êtes membre du comité de rédaction du rapport du Shift Project « Former les actifs pour la transition écologique », publié il y a presque un an. Merci beaucoup. Merci Samuel, merci de l'invitation. Moi aussi, c'est une première, cette exquis des compétences. Alors, je vais essayer de tenir cette mission avec une anti-sèche. Voilà. Je crois qu'il y a eu une première question pour moi, non, pour démarrer cet exquis. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui la pose d'ailleurs. Oui. Ouais, bien joué. Alors, vous avez publié « Former les actifs pour la transition écologique ». Mais pourquoi est-ce un sujet important pour le Shift Project ? Absolument. Est-ce que le Shift Project, que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent, on est plutôt connu pour être une association d'ingénieurs qui s'intéresse au sujet un peu technique et même physique de la transition écologique. Et pourtant, la question de l'emploi, elle est présente dans nos travaux depuis déjà 5-6 ans. La question des compétences, elle a vraiment émergé fort avec ce rapport Former les actifs, dont je vais vous donner quelques pépites, j'espère. Et ces deux points-là, l'emploi et les compétences, sont des conditions de faisabilité de la transition écologique. Donc c'est ça qu'on a voulu regarder. Et du coup, voilà. Pourquoi ? 3 enjeux en fait. Il y a un enjeu donc au niveau des compétences. Je crois que formation transition l'illustre parfaitement. On a besoin de compétences pour réussir la transition écologique. Et on a besoin de ces 3 natures de compétences. On a besoin de comprendre, en fait. On a besoin de comprendre pourquoi on a besoin de changer. Qu'est-ce que ça veut dire la transition de façon très concrète pour chacun de nous. On peut le ressentir en tant que citoyen de CFM, mais aussi dans notre travail. Qu'est-ce que ça change sur notre métier ? Qu'est-ce que ça change sur le secteur d'activité de notre entreprise ? Ça va affecter la réglementation, la capacité de s'approvisionner différemment, les attentes des consommateurs que l'on sert. Donc c'est essentiel de le comprendre. Ça va nécessiter de changer nos façons de travailler.
On a besoin de compétences métiers différentes. Et pas simplement quand on travaille dans le bâtiment et qu'on a besoin de savoir rénover, isoler un logement, installer un panneau photovoltaïque, une pompe à chaleur, que sais-je. C'est vrai aussi dans des métiers serviciels. Dans le domaine de la santé, on va avoir besoin aussi que les soignants sachent prendre en compte, détecter, prendre en compte des pathologies nouvelles qui sont liées au réchauffement climatique. Que dans le médico-social, on sache aussi accompagner les usagers face aux fortes chaleurs. Et les exemples sont en fait présents dans l'ensemble des métiers. C'est ce qu'on veut dire quand on dit que les 30 millions d'actifs sont concernés par ce sujet-là. Et puis enfin, on a besoin de ces compétences transverses. C'est des compétences qui ne sont pas nouvelles, hein. Les organismes de formation savent les développer, les entreprises les repèrent plus ou moins bien, mais elles sont particulièrement importantes pour mener à bien cette grande transformation qu'est la transition écologique. Alors on peut penser évidemment à ce qui est l'idéologisme de l'accompagnement du changement. Ça nous oblige aussi à travailler avec nos parties prenantes différemment, à travailler plus avec les autres. Et par exemple, quand on travaille dans la logistique, de pouvoir se mettre autour de la table avec les clients, avec les fournisseurs pour inventer des solutions nouvelles qui soient moins carbonées de transporter les marchandises et de s'approvisionner. Donc ça, c'est le premier enjeu. Je ne suis pas très sûre de savoir où il faut appuyer. Et ouais, je suis partie dans le mauvais sens. Deuxième enjeu, pour la formation, la transition écologique va amener des transformations en volume des emplois. Des transformations en volume parce qu'il y a des emplois dont on va avoir plus besoin et en plus grand nombre. Dans les secteurs décarbonés, on va avoir besoin de plus de gens dans les énergies renouvelables. Dans le bâtiment, je vous en donnais l'exemple, dans le secteur des transports en commun, par exemple, qui va se développer, tout ce qui est lié plus largement à l'électrification des usages, et puis dans certaines pratiques agroécologiques qui sont plus intensives en main-d'œuvre que d'autres façons de cultiver aujourd'hui. Mais, et c'est important de l'avoir en tête aussi, il y a aussi des emplois qui vont se réduire, voire disparaître, en lien avec la transition écologique dans les secteurs extrêmement carbonés. Alors évidemment, le secteur pétrolier et tous leurs dérivés, mais aussi les modes de transport particulièrement carbonés, l'aérien, les véhicules à moteur thermique, qui servent à transporter des personnes ou des marchandises. Donc c'est important de prendre en compte ces transformations, pas tant pour la raison du solde que ça produirait, mais parce que finalement, toutes les personnes qu'on a besoin de recruter, il va falloir les former autour de ces nouveaux métiers, ou nouveaux ou moins nouveaux d'ailleurs, mais dont on aura besoin plus grand nombre. Et puis ces personnes qui vont perdre leurs emplois, il faut aussi, par la formation, les accompagner à développer leur employabilité pour pouvoir rebondir dans d'autres secteurs. Vous voyez qu'à un horizon très proche, en 2030, en matière de formation, c'est demain, le secrétariat général à la planification écologique estimait à peu près 1 million le nombre de personnes qu'on a besoin de former pour les secteurs clés de la transition. Donc ce n'est pas l'ensemble des secteurs, et c'est un enjeu vraiment massif à monter. Et puis il y a un troisième enjeu, c'est que la formation, ça ne sert pas simplement à adapter des personnes à des postes, à faire de l'adéquationnisme, comme on peut dire. La formation, elle a aussi un pouvoir de transformation. Elle a un pouvoir de mobilisation. Et celui-ci nous intéresse bien parce que face à la crise climatique, qui peut nous laisser assez démunis, voire éco-anxieux, la formation, c'est aussi un endroit où on peut retrouver des éléments de compréhension, des éléments d'action qui nous permettent de ne pas nous sentir si impuissants face à cette crise et de voir comment chacune de nous, dans notre travail, on peut faire quelque chose. Alors, décidément, je pense qu'à la fin, j'aurai le temps sans rotation. Dans notre rapport, je vous vois certains prendre des photos, tout ça c'est absolument en accès libre en ligne. On a fait un état des lieux de où en était aujourd'hui la formation continue par rapport à sa capacité à répondre à ces enjeux. Réponse, pas assez loin. Pas assez loin pour tout un tas de très bonnes raisons. Un premier, et Samuel l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la difficulté à repérer les compétences. Et pourtant, les branches notamment, et leurs OPCO, et peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler pour Atlas, ont mené maintes études pour identifier un peu plus finement l'impact de la transition écologique sur les emplois et les compétences. La matière, elle existe. Elle existe, mais elle n'est pas connue du terrain. Dans les entreprises, les RH ou les dirigeants qui s'inquiètent des besoins de formation de leurs équipes ne connaissent pas ces travaux. Dans les organismes de formation, et c'est fâcheux aussi, ces travaux sont très peu connus, ce qui fait que l'offre de formation ne s'adapte pas pour les prendre en compte. Un deuxième enjeu, et qui est beaucoup plus majeur, c'est un des points bloquants les plus préoccupants aujourd'hui, c'est le manque de demande.
Aujourd'hui, si vous demandez aux gens si la transition écologique va avoir un impact sur leur travail, Centrinfo l'a fait il y a quelques années, ils vont vous répondre très majoritairement oui. Mais de là à pouvoir exprimer une demande, une attente de formation sur le sujet, il y a un pas qui n'est pas franchi. Et c'est pareil pour les entreprises. Les entreprises sont conscientes qu'il y a des enjeux, mais elles n'en font pas du tout assez, et en particulier pas sur les 3 niveaux de cette pyramide que je vous présentais. Malheureusement, trop souvent, moi j'ai fait une fresque de sensibilisation, c'est utile, hein, ça a un intérêt, mais ce n'est pas formateur, ça ne permet pas de développer les compétences et de répondre à l'ensemble des enjeux que je vous présentais. Et du coup, quand il n'y a pas de formation, la demande traîne à s'adapter. Dans les formations, comme je vous le disais, la sensibilisation prime. Et dans la mise en pratique, on a encore du mal à pouvoir mesurer si effectivement la formation permet de décarboner suffisamment. Donc on a besoin de bouger, et on a besoin de se bouger ensemble. Et nous, notre ambition avec ce rapport, c'était vraiment de mobiliser tout l'écosystème de l'emploi et de la formation continue pour agir ensemble par rapport à ces sujets-là. Donc je suis contente de voir que c'est aussi le sens de votre initiative et qu'on représente bien, je crois, dans le tour de table, ces différents métiers qui ont besoin d'unir leurs forces pour que la formation puisse nous aider à réussir la transition. Et je crois que c'est le moment de passer la main à Fabrice. Alors Fabrice, tu as plein de casquettes que je pense que tu vas présenter. Et j'en connais quelques-unes puisque tu as une grande proximité cheminée avec les travaux du Shift Project. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu t'intéresses particulièrement aux enjeux de l'économie régénérative. Et je me dis que c'est pas si évident que ça de convaincre des dirigeantes, des dirigeants de s'embarquer dans ce chemin-là. Donc je me demande, toi, ce que tu penses que la formation peut faire pour réussir cet embarquement. Bien, merci. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, oui, je m'appelle Fabrice Boissier, je suis le président du C3D. Donc, je pense que vous connaissez tous le C3D. Hein, c'est la première association en France qui agrège, qui regroupe les responsables des RSE, des entreprises. On est 424 entreprises aujourd'hui à jour de cotisation au C3D. Et ça a été créé il y a 19 ans. Et l'objectif du C3D, c'est d'accompagner les responsables des RSE dans l'exercice de leur mission. Et dans l'exercice de leur mission, il y a un gros volet formation, changement de modèle économique à l'intérieur des établissements, des entreprises, surtout avec la régulation qui pousse à réfléchir à la façon de produire la valeur économique d'une façon différente, même si la CSRD a été notablement abîmée par le Tessus Omnibus. Il y a quand même aujourd'hui une demande légale d'établir des plans de transition. Et un plan de transition, c'est forcément essayer de faire différemment ce qu'on a toujours fait, sinon il n'y a pas de transition. Et alors, tout à discuter, c'était dit, c'est au-delà de la sensibilisation des acteurs, parce que pendant très longtemps, on a beaucoup sensibilisé, c'est concrètement pour les métiers, qu'est-ce que ça veut dire pour un informaticien, pour un acheteur, pour des designers, pour un fabricant argentique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de changer de modèle économique. Et donc, C3D s'intéresse à ce sujet de la formation depuis maintenant 5 et 6 ans. Avant, on était très centré sur la compliance, la conformité, la mise en conformité de nos entreprises par rapport à des régulations qui évoluaient depuis le Grenelle de l'environnement, depuis 2012 à peu près. Mais il n'y avait pas véritablement remise en question du modèle économique en réalité. Des entreprises essaient de faire mieux avec moins, mais on ne touchait pas au modèle linéaire de la création de valeur, qui est un modèle écocycle, comme vous le savez, et qui n'est pas véritablement durable. Donc c'était de l'optimisation. Et cette optimisation, finalement, tout ce qu'on gagnait en intensité matière, intensité énergétique, on le perdait en volume, parce que quand vous êtes meilleur, quand vous produisez moins cher, parce que vous consommez moins d'énergie et moins de matières premières, vous rendez accessible votre produit sur une assiette, plus de clients, ce que vous produisez moins cher. Donc du coup, parce que vous gagnez en densité, vous perdez en volume, et en valeur absolue, l'entreprise générait toujours plus d'externalités négatives, ce qui ne changeait rien en fait pour la production. Alors, on s'est dit qu'il fallait vraiment s'attaquer au modèle économique. Donc, le modèle économique, c'est de passer d'un modèle très linéaire aujourd'hui à des modèles plus circulaires, mais non pas par le recyclage, mais par le réemploi et surtout par la fonctionnalité. Donc, de fabriquer moins de produits, mais intensifier leur usage, récupérer les composants de produits pour refabriquer d'autres produits sans passer par la case d'extraction. Et donc, on a commis un MOOC qui commençait à introduire ces sujets-là en 2021, qui s'appelle Réinventer l'entreprise, qui est suivi, tenez-vous bien, par près de 400 000 personnes en France. C'est le premier MOOC français.
qui est gratuit. Alors, si vous le voulez en version, si vous le voulez dans une entreprise et avoir les statistiques de qui a suivi ce MOOC dans votre organisation, il faut passer par la version payante, que c'est vraiment pas cher, hein, c'est des euros et quelque part apprenant. Sinon, si vous le faites comme ça, si vous avez envie de le faire, c'est gratuit. Donc il est sorti numéro 1 de tous les MOOC sur ces sujets ces dernières années. Hein. On a de loin le plus de nombre de personnes qui l'ont suivi. Donc ça, on est content de ça. Et on sort un 5e module de ce MOOC dans quelques semaines, vers le mois de mars, sur les achats responsables. Comment acheter différemment quand on est une organisation, avec le lien notamment avec la CS3D qui était un gros prétexte pour nous de mettre à niveau ces pratiques d'achat. Mais en 2025, on s'est dit, bon, c'est très bien de former les dirigeants, parce que c'est surtout pour les dirigeants d'entreprise et les responsables des RSE, mais aussi pour tout le monde. Enfin, un escalier, ça se balaye par l'eau, donc on s'est dit, c'est bien quand même que les cadres et les exécutifs dans les boîtes s'intéressent à ces changements de modèle. Mais quid de tous les autres, quid de tous les salariés qui sont ceux souvent qui créent la valeur en réalité. Et on a eu l'idée de créer et de lancer en 2025, en avril 2025, lors de Tranche DAO, une nouvelle association, sœur du C3D, c'est l'association GenAct. Qui connaît GenAct? Voilà, bravo. Donc GenAct, c'est une association qui propose aux GenActeurs, aux GenActrices, 300 contenus pédagogiques proposés par 65 partenaires. Donc des partenaires qui sont d'autres associations ou des organismes de formation ou des entreprises, peu importe, mais ces partenaires apportent en fait des contenus pour aider les salariés, quelle que soit leur fonction, à monter en compétence sur les nouveaux modèles économiques à visée régénérative. Alors qu'est-ce que c'est que cette dette? C'est vrai que c'est pas très connu. L'objectif, c'est pas simplement de faire plus avec moins, mais c'est de restaurer les puits de carbone, d'améliorer la biodiversité autour des sites industriels, autour des sites de production. C'est de faire en sorte in fine, que l'activité commerciale de l'entreprise produise notamment plus d'externalités positives que d'externalités négatives et que le bilan net soit positif. Alors, ce n'est pas de la compensation du tout, hein. Il faut que ce soit dans le process, évidemment. Ce n'est pas je continue de polluer et puis je vais planter des arbres à l'autre bout de la planète, ce n'est pas ça du tout, évidemment. Il faut que ce soit dans le process industriel, que ce soit inclus dans le process. Et donc, on s'appuie sur les travaux de Mouya, sur la robustesse de l'Iliamant, qui nous donnent des clés pour mettre en place ces nouveaux modèles. Et alors, on est désolé d'avoir dû faire ça, parce que ça devrait bien sûr être inclus dans les programmes pédagogiques des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Mais hélas, parfois hélas, ces établissements continuent d'enseigner l'économie de la mort, c'est-à-dire l'économie extractiviste, linéaire, mais pas de tout l'économie de la vie. L'économie à visée régénérative, c'est une économie qui vise à faire en sorte qu'on puisse produire de la valeur économique sans détruire la valeur écologique dont on dépend, parce que le premier capital des entreprises, c'est effectivement le capital naturel. Et donc, pour faire en sorte que ce capital naturel soit préservé, eh bien, première chose qu'il convient de faire, c'est produire moins. Voilà, produire moins, ralentir la production, notamment du non-essentiel, mais ralentir la production tout court. Et pour maintenir quand même des flux financiers avec ce ralentissement de la production, c'est nécessaire d'intensifier l'usage des produits, des infrastructures, de bâtiments. Donc, produire moins, mais utiliser plus, utiliser mieux. Et pour ça, alors, si on utilise plus et mieux les objets, les produits, les bâtiments, etc., il faut qu'ils soient plus qualitatifs, forcément, parce que s'ils sont de la même qualité qu'aujourd'hui, ça n'a pas été conçu pour des grosses intensifications d'usage, des produits qu'on achète. Hein. On a vu à quelle vitesse ils s'usent lorsqu'on les utilise normalement, mais c'est fait exprès, parce que c'est fait exprès qu'ils tombent en panne rapidement, parce qu'on est sur une approche d'obsolescence programmée par les industriels, par la publicité, pour provoquer le réachat, parce que c'est ça qui fait le chiffre à la fin de boîte. Et on veut aller vers ce qu'on appelle une pérennité programmée circulaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les produits soient tellement robustes, qu'on puisse les utiliser très très longtemps, qu'on puisse les réparer, etc. Donc ça nécessite de tout changer dans le mindset des gens qui vont travailler demain dans les entreprises. On passe d'un marketing d'un marketing de possession à un marketing d'usage. On passe d'une conception classique où on programme la mort du produit à un moment donné, dès que la période de garantie est passée, à bien sûr une pérennité. Donc ça nécessite de changer bien sûr les systèmes comptables,
Donc on n'amortit plus les produits sur des durées très courtes, mais on va les amortir sur des durées très 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 longues, et voir pour toujours, pour certains équipements ou certains composants, des produits qui ne s'altèrent pas lorsqu'on utilise le produit. Donc on a fait d'ailleurs cet après-midi un grand colloque avec des politiques pour présenter les règles comptables qu'on voudrait voir évoluer pour faire advenir ce type d'économie. Ben ça nécessite des formations nouvelles qui n'existent pas aujourd'hui dans les écoles de commerce, qui n'existent que par les partenaires, que via les partenaires de GenAct, qui aujourd'hui nous proposent les contenus pédagogiques pour comprendre cette nouvelle économie, cette économie de la vie. Donc on vous encourage, donc il y a une nouvelle plateforme de GenAct, une nouvelle version de GenAct qui va arriver donc, en 4-5 semaines, parce que celle actuelle, elle est très très bien, mais on va essayer encore de la rendre plus pédagogique. Mais ça ne vous empêche pas, dès aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore GenActeur, de payer votre cotisation, parce que nous, on est une association, on paye bien sûr la structure IT pour développer cette plateforme. Donc on a 2 sources de financement, parce qu'on n'a aucune subvention publique, c'est les GenActeurs qui payent leur cotisation, 30 €. Dans les entreprises qui veulent payer des forfaits GenAct à leurs collaborateurs pour que les plus motivés puissent se former sur ces contenus, il y a des tarifs dégressifs, bien entendu, c'est fait exprès. Et la deuxième source de revenus pour GenAct, c'est les partenaires, certains partenaires qui nous donnent un petit peu de sous aussi pour apparaître sur la plateforme, parce que ça commence à être intéressant d'apparaître sur la plateforme, parce qu'on est déjà 2700 GenActeurs au bout de 10 mois d'existence, c'est juste extraordinaire. Et on espère avoir 10 000, 20 000, 15 000 GenActeurs dans les semaines et les mois qui viennent. C'est tout l'enjeu qu'on s'est donné, de manière à créer dans les entreprises un mouvement de bascule irréversible, parce que plus on aura de gens formés, évidemment, plus on aura de projets qui vont émerger. Parce qu'une fois que vous êtes formé, c'est comme les langues étrangères, une fois que vous avez la base de vocabulaire et de grammaire, vous avez envie de parler la langue que vous êtes en train d'apprendre, eh bien le but de GenAct, c'est donner les bases méthodologiques, et c'est absolument indispensable. Mais ensuite, il y a les GenAct Land et les GenAct Lab qui permettent d'expérimenter ces nouveaux modèles dans les organisations, en parallèle des organisations possibles, bien sûr. Et plus il y aura d'expérimentation, eh bien plus cette bascule pourra s'opérer. Merci. Merci beaucoup, Pablo. Alors, j'ai une question à poser. Tu as une question, effectivement, pour Arnaud, qui traite de la fin de vie des produits, Voilà. me semble-t-il. Mais on m'a dit que tu allais la poser hier, alors je vais la lire. Ah, les ficelles du Voilà. spectacle. Surtout que, ouais, en fait, tu nous l'avais dit, mais aujourd'hui, j'ai été un peu pris par autre chose, pour reconnaître. En tout cas, si vous voulez, après, on boit un petit verre, si vous voulez, plus Voilà. de savoir comment on devient GenActeur, vous aurez l'occasion, effectivement, pour... Alors, la question à Arnaud, la question sur la fin de vie des produits, alors c'est comme très, très complémentaire à ce que j'ai dit là tout à l'heure. C'est un sujet stratégique, parce que dans les produits, c'est pas que des déchets, c'est aussi des futures ressources pour les autres. Alors, comment associer et former tous les partenaires qui ont un impact sur cette fin de vie? C'est ça ton credo, et je te propose de nous en parler pendant quelques minutes. 5 à 7 5 minutes. à 7 minutes. Et si tu peux... Et dès que c'est à 5, tu lèves bien la feuille, hein, Ouais, on la je voit lève bien. bien- je lève bien la feuille. Parce que t'es dans le... T'es dans le mauvais œil. Hop, merci à toi. Non, moi j'ai pas de slide en fait. Je vais faire des claquettes. Du coup, donc juste déjà rapidement qui on est. Nous, on est ce qu'on appelle un éco-organisme. Alors en ce moment, comme tu disais, Fabrice, il y a plein de sujets, il y a plein de députés, il y a plein de sénateurs qui s'intéressent un peu à ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, puisque le premier éco-organisme, il s'appelait Éco-emballage. Et notre métier historique, c'était de mettre en place des dispositifs de collecte et de traitement des produits en fin de vie. Et on était dans ce vieux monde du recyclage où on avait un metteur en marché qui prenait cette responsabilité de dire aujourd'hui, je mets sur le marché un produit, c'est moi qui vais financer sa fin de vie. Et puis en 92, quand on a inventé ce concept, c'était juste du recyclage matière. Et puis en 2020, il y a un truc assez merveilleux qui est arrivé, qui s'appelle la loi AGEC. Moi, j'ose le dire, parce que je pense que cette loi est magnifique. Potentiellement, ce qu'on en a fait derrière et les décrets d'application et autres sont discutables et à discuter, mais ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est la séparation entre la vision politique et la capacité de l'administration à traduire une vision politique. Mais ce n'est pas le débat ce soir. Ce soir, l'idée, c'est de dire... Enfin, la question qui nous est posée, c'est que nous, en tant qu'éco-organisme, c'est quoi notre métier et comment on accompagne ces transitions
et comment on accompagne ces transitions, notamment pour ces fameux metteurs en marché, ces grands méchants qui effectivement sont depuis la nuit des temps dans une économie linéaire. Comment on arrive à les accompagner en fait à transformer leur modèle pour passer de cette économie linéaire à cette économie circulaire. Eh bien, on va les former, on va les accompagner. Alors, je suis très content parce que dans ton slide de début, il y a déjà 2 grands partenaires avec lesquels on travaille, nous, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui est le pôle éco-conception, puisque du coup, on est le premier éco-organisme en région, sur les territoires. C'est important aussi, hein, toute cette mutation, toute cette formation, tout cet accompagnement. C'est pas ici, à Paris ou à Lille ou à Lyon que ça va se faire, mais c'est vraiment sur nos territoires. Parce que la base même de l'économie circulaire, et je vais vous le dire juste après, c'est notamment toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qu'il faut être en capacité d'accompagner. Et aujourd'hui, la majorité, excusez-moi de vous le dire, elles sont sur les territoires. Donc, sur les territoires, l'idée, en fait, c'est d'être en capacité de venir au plus près de nos PME, PMI, parce que là aussi, finalement, la force active de ces metteurs en marché, c'est aussi nos PME, PMI, et c'est aussi la capacité, en fait, à les accompagner dans cette transformation. Donc, le pôle économie circulaire, on l'accompagne, nous, en région toulousaine, puisqu'on paye un poste d'ingénieur qui va venir, nous, en tant qu'éco-organisme, qui va venir accompagner les entreprises dans la transformation, et ça gratuitement, pour les premières insufflations à ce que peuvent être l'éco-conception. Puis le deuxième dont tu as parlé, c'est la fameuse économie de la fonctionnalité qui nous est particulièrement chère, puisque en tant qu'éco-organisme, on a accompagné les premiers fabricants de mobilier professionnel dans cette démarche d'économie circulaire. Alors comment on fait ? Eh bien, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt et on va proposer à des metteurs en marché d'être accompagnés sur un programme de 18 mois pour qu'ils passent de cette fameuse économie linéaire où on va vendre un produit à cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un truc génial parce que le premier truc qu'ils apprennent, c'est que l'EFC, c'est pas la location longue durée. Hein. Et ça, c'est... Enfin, qu'on se le dise. Premier point de formation, si vous n'avez jamais fait de l'EFC, sachez que c'est pas de la location longue durée, loin s'en faut. C'est pas du leasing, exactement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans les programmes, on va créer aussi la coopération entre les acteurs. Et je pense que dans ton discours, tu le disais, c'est hyper important de former les entreprises à cette idée de dire qu'on ne vit pas tout seul dans son coin, on ne fait pas tout seul son produit dans son coin, mais bien évidemment, il y a des interactions entre les différents acteurs, et ça, en tant qu'éco-organisme, on va accompagner. Le deuxième sujet sur lequel on va être très très présent, nous, en tant qu'éco-organisme et en tant que Valdelia, c'est surtout les sujets du réemploi et de la réutilisation. De la même façon, on en parlait assez rapidement tout à l'heure, c'est dans l'économie linéaire, en fait, je ne m'embête pas, je fais un produit qui va être obsolète très rapidement, qui va être obsolète parce que le produit est de mauvaise qualité, ou qui va être obsolète parce que, côté marketing, je vais très vite me débrouiller pour que le rouge soit plus à la mode et que ce soit le bleu qui soit à la mode. Dans le réemploi et la réutilisation, en fait, ce qu'on va faire, nous, en tant qu'éco-organisme, c'est qu'on va accompagner les metteurs en marché, on va accompagner particulièrement les services marketing à développer des offres de produits de réemploi et de réutilisation. Alors, quand on le dit comme ça, c'est simple. On va juste voir le marketeur, on lui dit finalement, fais en sorte que les gens continuent à aimer le rouge. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que quand on veut développer du réemploi et de la réutilisation, il faut être sûr qu'au moment où le gars il va vendre des produits rouges, ben, il en est en stock. Donc vous comprenez que derrière, il y a tout un dispositif aussi d'accompagnement technique aux metteurs en marché, aux différents fabricants, pour que petit à petit, en fait, ils continuent à faire des produits de plus en plus durables, mais aussi des produits qui finalement, dans le temps, vont être durables. Ça passe par un troisième accompagnement, un troisième... Je suis à 5, ça tombe bien, j'ai bientôt fini. Une troisième nécessité d'accompagnement, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, en tout cas je parle beaucoup des entreprises et des metteurs en marché, mais il y a tous ceux qui vont faire la transition. Et en termes de formation, il y a un acteur dont il ne faut pas qu'on oublie de parler ce soir, qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Moi je suis très attaché au développement des dispositifs d'économie sociale et solidaire. On ne va pas dire qu'on a un gros souci effectivement avec les financements de l'économie sociale et solidaire, on ne va pas le dire ce soir, parce qu'il y a des gens du ministère donc on ne va pas... Vous avez l'air gentil, donc on ne va pas vous embêter ce soir. Quoi qu'il en soit, en fait, il y a une véritable nécessité à travailler sur les modèles économiques. Et en tant qu'éco-organisme, notre souhait, ça va être de travailler sur la transformation des modèles économiques, des structures de l'économie sociale et solidaire, pour qu'elles soient moins dépendantes effectivement des financements publics, tout en gardant
leur mission d'insertion. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en créant des passerelles entre les structures de l'économie sociale et solidaire sur les territoires et nos metteurs en marché, et en créant, en fait, juste en réinventant l'économie de proximité et ce qu'on appelle l'entreprise étendue, c'est-à-dire que moi, je suis fabricant de mobilier, je ne sais pas réemployer, réutiliser. Par contre, je peux être accompagné par une structure de l'économie sociale et solidaire pour faire des dispositifs de réemploi et de réutilisation, réutiliser la fameuse matière. Et par contre, je suis pas fait pour la commercialiser, donc c'est bien le metteur en marché qui va la commercialiser. Juste pour finir, comment on fait ça? Ben, tout simplement parce qu'on a investi, nous, en tant qu'éco-organisme, dans une chaire qui a pour objectif de bien travailler, en fait, sur cette économie sociale et solidaire. Donc c'est une chaire qui a été lancée il y a maintenant 2 ans, parce que quand on parle du soutien de l'économie sociale et solidaire, quand on parle du réemploi et de la réutilisation, il y a énormément de questions qui se posent, et notamment les impacts sociaux sur les territoires. Je vais juste vous donner un dernier exemple pour vous expliquer pourquoi pour nous c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, la critique est énorme sur la filière textile. Sur la filière textile, en fait, tout le monde dit « oh là là, fast fashion, tout ça, machin », et effectivement, c'est pas terrible. Mais dans nos comportements, on peut avoir des soucis et des vraies fausses bonnes idées par le réemploi et la réutilisation. Typiquement, aujourd'hui, on a un impact sur nos territoires qui est très négatif avec Vinted. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on arrive à regarder, à impacter. Pourquoi on a un impact négatif avec Vinted? Ben, tout simplement parce que, de bonne conscience, on va prendre nos fringues, on va les mettre sur Vinted et on va les vendre. On va créer de la valeur. On va créer de la valeur environnementale et on va créer de la valeur financière. Par contre, on va détruire une valeur, la valeur sociale, sociétale sur les territoires. Parce que tous les gens, tous les CCAS, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui avaient la crème et qui étaient en capacité de vendre ces produits-là sur leur site, en proximité, avec des gens, des vrais gens, avec de la vraie relation commerciale, ben, tout ça c'est détruit. Et ça c'est l'objectif de la chaire, c'est de démontrer en fait qu'on doit pouvoir accompagner ces structures-là. Et effectivement, ça nécessite énormément de formation, énormément de connaissances. Et pourquoi on fait ça au niveau d'une chaire? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, dans notre métier d'économie circulaire, il n'y a pas suffisamment d'investissement universitaire sur nos problématiques. Voilà rapidement. Merci beaucoup. Ah, j'avais une question. Ah, attends, mais je peux le coup de la question. Du coup, Leïla, du coup, comment accompagner entreprises et salariés dans l'identification de l'impact de la TE, transition écologique. Pour moi, c'était taxe environnementale, bref. Sur les métiers et dans la mise en œuvre des évolutions des métiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors déjà, au Pro-Atlas, est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Donc, Pro-Atlas, c'est un opérateur de compétences. Ses missions, c'est d'accompagner les entreprises et les salariés dans le cadre de projets de formation, et en particulier dans le financement de la formation et des dispositifs d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Le Pro-Atlas représente 13 branches professionnelles des secteurs RNSA, du secteur de la banque, de la finance, de l'assurance et de l'expertise comptable. Et c'est environ 200 000 entreprises au niveau national, dont la moitié sont en Île-de-France. Dans le secteur d'activité plutôt de services, plutôt de B2B pour la partie conseil, B2C pour la partie assurance, banque, finance, même s'il y a aussi du B2B. Et le sujet de la transition écologique est arrivé finalement assez rapidement après la création de l'OPCO en 2018-2019, compte tenu des secteurs d'activité que nous couvrons, que ce soit au niveau des assurances, par exemple, qui avaient déjà commencé à travailler sur ces sujets, et également au niveau du numérique, dans le cadre de l'empreinte environnementale du numérique, où les entreprises de ce secteur, les représentants de ce secteur avaient commencé en tout cas, à prendre le bout tout petit dans un premier temps, et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Alors, je vous disais, notre rôle en tant qu'opérateur de compétences, c'est d'accompagner les entreprises, leurs représentants, les branches, les fédérations professionnelles, mais également les salariés. Et nous avons, vous disiez tout à l'heure effectivement qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, et je ne vais pas vous assommer de chiffres aujourd'hui, mais quand même,
quelques études que nous avons réalisées sur les secteurs d'activité qui nous concernent. C'est que la transition écologique impacte directement un salarié sur deux dans le périmètre d'Atlas, dans ce cas 50% des salariés dans le secteur d'activité, soit des milliers de professionnels dans les secteurs que je vous ai indiqués tout à l'heure. Selon toujours cette même étude qui a été livrée en 2024, 61 métiers sont identifiés comme étant impactés par la transition écologique et 160 compétences sont mobilisées, dont 60% sont des compétences techniques. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, la transition écologique sur quasiment une grande partie des métiers qui sont couverts à l'OPCO Atlas sont impactés par la transition écologique et donc sont amenés à évoluer pour pouvoir s'adapter aux enjeux qui sont maintenant des enjeux d'aujourd'hui. Alors, les principaux domaines concernés sont l'énergie, avec des enjeux de sobriété et de décarbonation. Je vous rappelle que nous avons le secteur de l'ingénierie, les bureaux d'études, l'ingénierie de la construction, l'ingénierie industrielle également dans nos secteurs d'activité. Et donc, c'est le cas pour justement l'ingénierie, le conseil, mais également la finance. La gestion des déchets et l'économie circulaire, on en parlait un petit peu tout à l'heure également. Et la biodiversité, la gestion des ressources qui favorise l'émergence de la finance responsable et de l'ingénierie éco-conçue. Donc on voit également à travers cette étude qu'au-delà de faire évoluer certains métiers, la transition écologique, elle permet également de créer de nouvelles, au-delà aussi de la création de nouvelles compétences, elle crée de nouveaux métiers sur lesquels les branches professionnelles et l'OPCO Atlas vont venir intervenir sur des sujets de formation. Je vous regarde, ça me met parce que je sais. C'est parfait, je bois vos démarre paroles. à peine, mais. Non, Voilà. il vous reste 7 minutes. Alors, une fois qu'on a fait un peu de prospective, regardé quels impacts il y avait sur les différents métiers et les compétences, l'idée, bien sûr, c'est quand même aussi d'anticiper ces mutations le mieux possible et d'utiliser ces études pour mettre à jour des référentiels métiers, des référentiels de compétences. Et l'étape suivante, c'est de travailler sur l'ingénierie pédagogique. Et ça, l'OPCO est en capacité de le faire, pour aller même jusqu'à de l'ingénierie de certification. Donc, c'est ce qu'on a fait chez Atlas, en créant par exemple une certification de responsable Green IT, qui a permis de répondre à des besoins émergents, métier qui a même été... alors, dès que je parle un peu technique, on pourra en reparler après si besoin, hein, mais pour créer des certifications, il faut quand même montrer patte blanche auprès de France Compétences. Et sur des métiers que France Compétences ne connaît pas, il faut que ce métier soit inscrit sur une liste de métiers émergents. Donc, nous avons pu, grâce au soutien de nos branches professionnelles, faire inscrire le métier, ça date déjà d'il y a 2 ans, le métier de responsable Green IT, ce qui nous a permis de créer une certification dans des délais un petit peu plus rapides que les délais prévus par France Compétences. C'est bon, J'espère que France Compétences n'est pas dans la salle. Alors, une fois qu'on a commencé à travailler sur l'ingénierie pédagogique elle-même, aller jusqu'à la création de l'ingénierie de certification, et donc la création de certification, eh ben, on crée également, on a mis à la disposition d'un certain nombre de nos entreprises des outils, des prestations d'accompagnement et bien sûr une offre de formation. Alors, en termes d'outils, nous avons mis à la disposition de façon tout à fait gratuite un autodiagnostic qui permet aux entreprises d'évaluer leur maturité RSE avec un fort volet lié à la transition écologique et donc d'identifier les impacts sur les métiers même de l'entreprise qui répond à l'autodiagnostic. Une fois qu'elle s'est autodiagnostiquée, bien entendu, l'objectif c'est d'avoir des propositions d'actions à mettre en œuvre dans le périmètre qui est nôtre, donc toujours la formation et la certification. Et donc, on a toute la partie d'offre de service chez Atlas qui est adaptée en termes de réponse par rapport au compte-rendu de l'autodiagnostic complété par l'entreprise. Et parmi ces réponses, on va y retrouver des prestations d'accompagnement, RH, toujours dans le périmètre emploi, formation, compétences. Ok, je me dépêche. D'une durée de 6 jours et on peut aller jusqu'à même un financement assez important entre 80 et 100%. Donc effectivement, ça permet aux entreprises de rentrer très vite dans le vif du sujet et de se faire accompagner. En termes de formation spécifique, nous avons un catalogue de formation alors en fonction des secteurs d'activité, les formations sont financées totalement
ou en partie, mais en tout cas, l'ingénierie de formation a été réalisée, les organismes de formation ont été sélectionnés et potentiellement pourraient apparaître sur la plateforme formationtransition.fr. Et puis, je terminerai par le partenariat que nous avons également avec Learning School, qui est une plateforme de micro-learning qui a été ouverte à l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on a aussi un axe très fort sur les plus petites entreprises. Les salariés de ces petites entreprises y ont un accès gratuit avec des modules d'auto-formation, de micro-learning illimité pour pouvoir, je dirais pas se former, je n'irai pas jusque-là, mais déjà avoir une première étape de sensibilisation à la transition écologique adaptée aux métiers de leur secteur et de leur entreprise. Je vais terminer par un exemple aussi, parce qu'on a essayé de se l'appliquer dans les équipes en interne chez Atlas. Je ne dis pas qu'on est parfait, ça démarre depuis 2 ans, mais un objectif important de réduction de l'empreinte environnementale qui a été souhaité par notre gouvernance et notre direction générale. Et je pense que c'est une façon pour nous aussi de montrer l'exemple à toutes les entreprises que nous accompagnons. Donc nous avons bien sûr été tous sensibilisés, des fresques dans tous les sens, des fresques du climat notamment, mais pas que, avec des actions très concrètes et des engagements de chaque collaborateur pour notamment adopter des gestes éco-responsables dans nos bureaux, sur du tri. C'est des choses très simples, mais qui sont finalement des choses qu'on fait quelquefois même à la maison, et j'espère qu'on le fait tous à la maison, mais que du coup on a adapté au bureau. Également un changement de nos modes de transport, de notre flotte automobile pour ceux qui ont des véhicules. Voilà, un effort important qui a été mis en place pour montrer l'engagement, en tout cas le début de l'engagement de la direction d'Atlas et de ses collaborateurs. On commence par nous avant de pouvoir déployer auprès de nos entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question pour Valérie, juste là. Comment les filières s'emparent-elles concrètement de ces enjeux ? Comment s'adapter aux difficultés structurelles des TPE-PME pour initier des démarches pérennes ? Donc Valérie Bobin-Sicala, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir présenter un petit peu ce qu'on fait ici. Donc moi je travaille pour une association professionnelle qui a été créée par les organisations professionnelles de l'imprimerie, qui s'appelle donc Ambition Graphique. C'est une association paritaire donc, qui est co-gérée par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés du secteur, et qui est là pour accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques, et notamment les sujets autour de la transition écologique et sociale et la RSE, dont je m'occupe, moi plus particulièrement, que Valérie aussi. Je m'occupe plus particulièrement puisque je suis responsable en fait, d'annuler un label RSE sectoriel qui est une déclinaison de l'ISO 26000, qui s'appelle Quintetic et qui existe depuis 2019. Et qui est vraiment un outil un peu global pour aider les entreprises du secteur à monter en compétence sur ces sujets de la transition écologique et sociale. Alors juste pour dire quelques caractéristiques du secteur, hein, donc l'imprimerie, voilà, c'est extrêmement diversifié, les produits imprimés, livres, magazines, publicités, PLD, emballage, étiquettes, signalétique, etc. Donc de l'imprimé, il y en a partout encore. C'est des entreprises qui sont des petites entreprises, les 3/4 ont moins de 11 salariés, la taille moyenne c'est une quinzaine de salariés, donc ça c'est des enjeux, des difficultés particulières hein, pour tout ce qui est formation sur ces sujets, donc on a essayé d'adapter notre projet à ces particularités. C'est un secteur qui est pas, qui disons pour être poli, est obligé de se réinventer. Depuis, avec évidemment la montée en puissance de la communication digitale, tous les volumes d'imprimés diminuent très très régulièrement depuis 25 ans au moins. Et donc voilà, donc les entreprises doivent... déjà, il y a une forte concurrence dans le secteur. C'est des entreprises qui ne sont pas très riches. Donc là aussi, ça oblige de s'adapter, prendre ça en compte dans ce qu'on leur propose. La branche est hyper dynamique et imaginative et arrive à développer un dialogue social hyper intéressant et à mutualiser. Ils ont une tradition de mutualiser des moyens depuis très longtemps. Les moyens financiers, c'était pour la formation historiquement, hein, parce que c'est un métier où il y a des enjeux des évolutions technologiques hyper régulières. Donc il y a eu toujours un très fort effort de mutualisation sur la formation et de mutualisation aussi sur des contributions conventionnelles, donc au-delà des obligations légales, qui permettent de financer et d'accompagner tout un tas de projets.
dont notamment maintenant le label Printetic. Hop. Non. Juste un point, hein, pourquoi la branche, vous allez le voir, met quand même beaucoup de moyens sur ce projet, c'est que c'est vraiment un enjeu un enjeu existentiel pour les entreprises de notre secteur. C'est le cas pour un peu tout le monde, toutes les entreprises de tous les secteurs, mais nous, je dirais que c'est un petit peu plus urgent et un petit peu plus, à plus court terme. Déjà, on est un secteur où il y a une très forte concurrence en France, mais aussi entre la France et d'autres pays européens. Donc évidemment, c'est très important de répondre complètement aux attentes des clients qui, évidemment, sur tous ces sujets RSE et transition écologique sont de plus en plus forts et un peu impératifs. Donc, répondre aux attentes des clients, c'est aussi, on parlait tout à l'heure un peu, pour parler du numérique, c'est aussi essayer de réhabiliter un petit peu l'imprimé sur les sujets d'environnement, hein, puisqu'il y a eu la montée en puissance de la communication digitale s'est beaucoup appuyée sur un peu un dénigrement de l'imprimé, du papier et de l'imprimé sur les caractéristiques environnementales. Il y a eu beaucoup sauver les forêts, n'imprimer pas semé, sauver les forêts, dématérialiser, sauver. Voilà, donc maintenant on sait que le numérique n'est pas tout blanc au niveau environnemental, loin de là. Pour autant, c'est très important pour le secteur de montrer qu'il y a un vrai engagement pour produire de l'imprimé de manière plus responsable au niveau environnemental, au niveau social également. Donc ça, c'est vraiment vital. Et un autre point, c'est pour attirer des nouvelles compétences. On n'est pas les seuls non plus, mais peut-être qu'on cumule un petit peu des désavantages quand on est vu comme un métier un peu poussiéreux. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent faire du digital, ils ne veulent pas faire de l'imprimé, donc il faut lutter contre ça. Et puis, on est aussi un métier industriel, avec des contraintes industrielles, du peur de travail de nuit, des risques particuliers, etc. Donc ça aussi, ça n'attire pas particulièrement. Donc c'est une manière aussi de revaloriser le métier et d'essayer de raconter autre chose. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a fait quel dispositif a été mis en place au travers de Printetic pour essayer d'accompagner les entreprises dans ce secteur-là? Il y avait deux clés un peu pour accompagner tout ça. C'est d'une part trouver des ressources financières, parce que le frein financier est un vrai frein. Alors, je vous disais, ce n'est pas des entreprises riches, donc la branche a vraiment mis des moyens pour qu'il y ait un dispositif de formation et d'accompagnement qui soit 100% pris en charge pour les entreprises, qui ne coûte rien aux entreprises. Aujourd'hui, il y a une centaine d'entreprises qui sont engagées dans tout ça, et finalement, les seules choses qu'elles ont à payer, c'est les audits pour passer les niveaux de labellisation, mais à part ça, tout le reste est totalement financé, donc grâce, comme je vous le disais, à des contributions conventionnelles mutualisées qui ont été mises en place, qui sont dédiées à ça. Et après, l'idée, ça va être, comme on est sur des petites structures, avec des gens qui ont évidemment pas de responsable RSE, donc pas de compétences RSE préexistantes dans l'entreprise, et des gens qui sont un peu, les dirigeants, ils ont plein de choses à faire. On n'a personne nécessairement on n'a pas forcément quelqu'un sur les normes ou même sur les RH ou autres, donc il faut trouver quelqu'un qui va porter le sujet et l'aider à monter en compétences petit à petit pour arriver à animer la démarche dans son entreprise et puis petit à petit diffuser aux autres dans l'entreprise pour que ça devienne un projet collectif. Donc pour que ça marche, il faut faire quelque chose de hyper opérationnel, hyper précis, qui puisse directement s'approprier. Donc, la première chose, c'est le référentiel du label, qui est finalement une feuille de route sur 10 ans. On a fait quelque chose aussi de progressif pour que le temps, comme ils ont assez peu de temps à consacrer à ces sujets, en plus de leur autre métier, pour que ce soit faisable tout simplement. Donc, c'est une feuille de route, le label, sur quasiment 10 ans, avec une obligation de monter d'un niveau tous les 3 ans, et de plus en plus d'enjeux et de plus en plus de choses qui sont mises en place. Et vraiment une feuille de route précise. On leur dit, voilà, quand vous travaillez sur la gestion des compétences, il y a ça à mettre en place, sur l'éco-conception. Commencez comme ça, faites telle analyse, etc. Donc c'est vraiment, qui m'a des pages très très précis. On a développé des formations spécifiques, là où on trouvait que les formations existantes n'étaient pas suffisamment opérationnelles. Donc sur les achats responsables, on a une formation spécifique, sur l'éco-conception, sur la santé-sécurité, etc. Et surtout, on a aussi essayé de développer d'autres approches pour monter en compétences que des formations externes un peu classiques. Donc on développe beaucoup le partage d'expériences, des webinaires tous les mois, où ils ont des temps d'échange entre eux en petits groupes, une journée annuelle, des visites apprenantes de fournisseurs,
Petier, Fabrice Fornanque, etc., pour faire prendre conscience à tout le monde aussi des enjeux autour des achats responsables. D'autres choses, j'anime régulièrement des groupes The Week. Je pense que vous connaissez cet outil de sensibilisation avec des référents pour qu'eux-mêmes, après, puissent l'utiliser pour sensibiliser dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment essayer de leur apporter des trucs un peu pré-mâchés, tout en leur laissant une grande liberté dans la mise en œuvre, hein, et essayer de les accompagner. C'est vraiment un accompagnement au long cours. Il faut, dès qu'on lâche un petit peu, il y a vite d'autres sujets qui prennent le dessus. Donc, c'est vraiment ça la clé. Diversifier les approches, un peu pédagogique, et puis être là en soutien tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la main à Ophélie. On a vu, alors j'en ai pas énormément parlé, mais l'éco-conception, c'est vraiment un sujet clé dans nos entreprises aussi, et d'une manière générale dans les compétences à développer. Donc, quelle place doit prendre l'éco-conception dans les programmes et les dispositifs et les formations? Merci. Du coup, c'est vers le bas. Bon. Du coup, moi, je suis Ophélie Letting, je suis associée au sein de la coopérative MU. Donc, c'est une agence d'éco-conception qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, plutôt pionnier dans le domaine, c'est-à-dire que dans un premier temps, quantifier l'impact sur l'environnement de nos organisations, nos produits, nos services, pour ensuite agir, donc s'assurer que nos intuitions environnementales sont les bonnes, appuyer sur ces éléments scientifiques, ces chiffres, pour après utiliser le design, la coopération et l'économie de la fonctionnalité dont on a aussi parlé tout à l'heure pour passer à l'action, réduire notre impact environnemental et notre consommation au sens très très large. Et du coup, nous, on est expertes en éco-conception depuis 15 ans. Et au fur et à mesure, on voit que la demande en éco-conception, elle est toujours là. Aujourd'hui, il y a le baromètre de l'éco-conception qui est sorti il y a quelques mois par l'ADEME et par le pôle éco-conception qui démontre qu'il y a quand même 88% des entreprises qui se sont déjà engagées, qui souhaitent continuer cet engagement d'éco-conception vers la réduction d'impact sur l'environnement et l'augmentation de l'impact social, les deux. On dit éco-conception, mais notre ambition, c'est que la conception perde ce écho devant pour que ça devienne quelque chose de normal. Donc même là, on va vers l'éco-socio-conception pour rajouter cette couche sociale, mais ça devrait être quelque chose de plus classique. Donc ça, c'est toujours une demande. Et puis la formation au sein des entreprises, au sein des étudiants et étudiantes, donc dans les formations continues ou dans les reconversions, c'est aussi un besoin qui est remonté encore là en 2025. Donc on voit que nous, on a accompagné des entreprises, on accompagne des organisations, toutes les structures, mais la formation, pour nous, c'est le premier pilier. En fait, on va avoir besoin de mettre tout le monde autour de la table, toutes les personnes sur la chaîne de valeur de notre produit, de notre service, qu'on parle d'une chaise, qu'on parle d'un service de location de téléphone ou autre. On a besoin de mettre tout le monde autour de la table pour être sûr d'avoir le même vocabulaire, un socle commun. Et c'est par là que commence pour nous la formation, cette sensibilisation de quoi on parle quand on parle d'économie de la fonctionnalité, de services, d'éco-conception, d'impact. Donc pour nous, ça c'est vraiment le premier pilier de l'éco-conception, c'est former. Et on répète pour nous, dans les grandes phases d'éco-conception, on va former avant de développer et avant de communiquer, ça c'est sûr, c'est la dernière étape. L'éco-conception, ça a été démontré aussi dans ce même baromètre que ça reste un levier d'engagement. C'est un levier d'engagement pour les entreprises, mais aussi pour qu'elles recrutent. Donc c'est un besoin. On intervient beaucoup au sein des masters, des licences ou toutes les écoles de design et d'ingénieurs pour que l'éco-conception soit enseignée le plus tôt possible. Il y a encore un chemin à faire. Il y a pas mal de freins à ça, par manque de temps, par manque de formation. Et dans les autres freins que nous, on croise aujourd'hui aussi à la montée de la compétence en éco-conception, on va avoir des manques de temps. Aujourd'hui, en entreprise, on n'a pas forcément le temps d'aller se former, on n'utilise pas ce temps, en tout cas, on ne se l'autorise pas assez de continuer de se former dans nos parcours professionnels avant les reconversions. On peut continuer à faire évoluer nos métiers pour justement intégrer l'environnement, être sûr que je suis designer, je suis concepteur ou conceptrice, je vais pouvoir intégrer l'environnement et ces notions-là et le social dans mon métier, le faire bouger. On voit aussi que les entreprises, en fait, elles ne savent pas vers où se diriger. Donc, elles ne savent pas quelles sont les formations disponibles, quels sont les acteurs qui proposent des formations en éco-conception. Et puis, elles ont du mal à voir aussi où sont les formations qui sont reconnues, qui sont qualitatives. Parce qu'aujourd'hui, depuis un peu plus de 5 ans, on a énormément
d'éco-concepteurs, de beaucoup d'entreprises qui sont arrivés sur le marché, de beaucoup d'agences, beaucoup de conseils qui s'arrivent. Donc aujourd'hui, les entreprises et les salariés sont un peu perdus. Forcément, on a des enjeux, on a des opportunités. La plateforme formation transition est une opportunité pour s'y retrouver, s'orienter, on l'a vu tout à l'heure. Et puis aussi, on a d'autres opportunités. On a tenté de déposer justement un répertoire spécifique, on en parlait tout à l'heure avec le sur voilà, de quoi j'ai besoin, moi, dans ma mallette d'éco-conceptrice, pour monter, de quelles compétences, par quoi je dois passer, pour animer, intégrer et puis diffuser l'éco-conception de plus en plus. Donc on va continuer à travailler là-dessus pour être sûr que ça rentre dans le répertoire spécifique. Et on va discuter juste après pour être aussi dans les métiers émergents. Donc est-ce que c'est vraiment un métier émergent, sachant que ça fait 15 ans, sachant qu'il y a aussi des masters, des licences qui existent depuis toutes ces années? C'est un débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a besoin de poser ça pour être sûr d'orienter les entreprises vers ces formations qui sont qualitatives. Et puis pour diffuser l'éco-conception, on va avoir besoin de faire force, de coopérer ensemble aussi en tant qu'éco-concepteurs et éco-conceptrices pour être sûr que ça touche tous les secteurs, qu'on s'adapte à des secteurs très spécifiques comme l'imprimerie, qu'on s'adapte au numérique aussi, aux services. Donc tout ça, c'est une opportunité qu'on a aujourd'hui. Et puis on va avoir aussi d'autres opportunités au-delà de ces compétences et cette coopération. L'objectif, c'est de créer aussi un éco-design hub dans la continuité de ce qui se passe à Toulouse, ce qui se passe en Rhône-Alpes, mais en Île-de-France, en Bretagne ou ailleurs. Donc c'est comment on fait cette coopération. Et puis enfin, si on aura les compétences qu'on pourra diffuser, en fait, on a aussi des parcours de formation qui sont des belles opportunités au sein des entreprises, avec notamment les nouveaux géants, avec Ecolearn, mais aussi avec Idiot Makers, qui on sait que des parcours qui fonctionnent, qui engagent vraiment à partir du moment où on met les gens autour de la table, on les forme au sein des équipes, on sait discuter, on sait coopérer pour que l'environnement soit vraiment au centre de nos prochains développements de produits, de services et puis nos futures organisations. Et du coup, moi aussi, j'ai une question pour toi, Isabelle. On a vu qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient engagés en économie sociale et solidaire, en économie circulaire. Et on voit aussi que les structures, elles ont du mal à passer à l'échelle, elles peinent à changer. Donc, quelles sont les solutions et comment tu vois la formation dans cette continuité? Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi je suis Isabelle Oyo, la fondatrice de State Changer, et nous on est né d'un constat en effet qu'il y avait plein de solutions qui existaient, qui avaient un fort impact social, environnemental, les deux aussi on espère le plus souvent, et qui avaient du mal à être à la hauteur des enjeux. Et finalement on l'a vu, il y a plein de solutions qui marchent, et finalement comment est-ce qu'on change la donne sur les problématiques qu'elles essayent de traiter. C'est ce qui nous anime depuis une grosse dizaine d'années pour aider les structures. Donc on travaille plutôt avec des structures de l'ESS, Arnaud en parlait, de se dire finalement comment est-ce qu'elles arrivent aussi à pouvoir avoir accès au marché, à pouvoir être avec les structures qui, je sais plus comment s'appelle, les metteurs en marché, mais de se dire finalement qu'elles soient en capacité de pouvoir négocier ces marchés, de pouvoir être assez significatif pour ces opportunités. Et donc nous, notre frustration, ou en tout cas ce qu'on essaye de changer, c'est de se dire comment est-ce qu'on aide ces structures elles-mêmes, les personnes, les entrepreneurs au sein de ces structures. Et finalement, elles ne peuvent pas tout faire non plus. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec l'écosystème pour qu'il puisse aussi être plus favorable à ce changement d'échelle. Donc, quand on parle de changement d'échelle, c'est changement d'échelle de l'impact, pas nécessairement de la structure. Et donc, tout ça pour dire... moi, j'ai plutôt fait des petites photos. Mais parce que finalement, le changement d'échelle, c'est plein de petits pouces et on le voit. Et finalement, alors qu'on aimerait faire grandir des forêts, et cette petite pousse, elle est toute fragile et en même temps, elle se délaine pour pouvoir devenir un arbre. Et par contre, au quotidien, on est plutôt comme la photo à gauche et on a plutôt l'impression, quand on est au sein de ces structures, d'être la personne qui pousse un peu le fil de Sisyphe ou en tous les cas une grosse pierre au quotidien. Et finalement, nous, la formation pour pouvoir permettre cette transition écologique, c'est déjà comment est-ce qu'on aide les structures, et c'est notamment leurs dirigeants,
à pouvoir développer des compétences sur le changement d'échelle. Parce que c'est important d'avoir des compétences techniques, et on en a beaucoup parlé, beaucoup vu, mais c'est aussi comment est-ce qu'on navigue finalement ce changement d'échelle. Et c'est tout à fait les autres compétences aussi à développer. Et finalement, on demande aux structures d'avoir ces doubles compétences. Parce qu'on a parlé de comment est-ce qu'on fait développer son modèle économique, finalement, comment est-ce qu'on va changer de posture, comment est-ce qu'on va embarquer ces équipes, ces collectifs pour pouvoir permettre de déployer son impact. Et ça, c'est des éléments dans la formation qu'on a fait sur la plateforme, mais c'est aider les dirigeants à se poser les bonnes questions et à pouvoir eux-mêmes se faire évoluer leurs propres pratiques et à pouvoir après le faire avec leurs équipes, repenser leur modèle économique également et penser leur coopération. Ça, c'est au niveau de l'organisation, mais finalement, vous disiez, il y a les freins internes et il y a les freins externes. Et ce qu'on voit notamment dans l'économie circulaire, avec tous les acteurs qu'on a accompagnés, c'est qu'on a des forts enjeux entre l'offre et la demande. C'est comment est-ce qu'on arrive à pouvoir être au bon endroit, parce que, ok, j'ai réussi à trouver un supermarché de Momigné en réemploi, mais finalement, comment est-ce que j'ai le gisement qui va à côté? Comment est-ce que j'arrive finalement à pouvoir avoir cet équilibre entre mes besoins de matières premières et puis ma capacité à produire pour pouvoir voilà. Et nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas qu'un enjeu de former chacun des structures ou chacun des maillons, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à penser filière, à penser territoire. Et pour nous, un des gros enjeux, justement, sur la formation pour la transition écologique, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à créer ce collectif, à ne pas penser la formation qu'au niveau d'une personne, d'un salarié ou d'une organisation, mais finalement à penser aussi sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour pouvoir permettre à ce qu'elle ait les moyens aussi de pouvoir développer son impact et vraiment de pouvoir changer la donne. Voilà, nous, un peu les éléments qui me semblaient importants à partager. Et juste, on a fait une étude qui va sortir là juste dans quelques semaines, le 16 février, qui reprend justement des expériences vécues sur le changement d'échelle des acteurs de la transition écologique et de la transition sociale, de l'impact social. Et ce qui est intéressant surtout, c'est, je pense, dans un monde aussi où on va très vite, où tout va très vite, finalement, ce qu'on voit, c'est que le changement d'échelle, ça nécessite du temps long. En tous les cas, c'est le retour d'expérience de l'ensemble des acteurs. Et je pense que ça nous incite aussi, même si l'urgence, elle est là, même s'il faut agir tout de suite, aussi à s'envisager dans le temps long, parce que finalement, tout ça, ça va prendre du temps. Et je pense qu'il faut aussi s'armer collectivement de patience et de pouvoir se dire, on va faire des petits pas aussi, et qui vont devenir des grands pas derrière. Voilà pour moi ma partie. Et en tous les cas, donc nous, j'ai plutôt parlé des dirigeants. Et Paul, il semble qu'on parle de dirigeants, mais aussi à tous les salariés à l'intérieur de ces organisations qui vont être clés pour pouvoir permettre cette transition. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, moi je vais vous parler des salariés, parce qu'il y a un mouvement de fond qui se passe depuis quelques années où des salariés cherchent à transformer l'intérieur de leur boîte. Alors historiquement, ils ont pu le faire un peu tout seuls. C'est ce qu'on appelle les transféreurs, une étude qui s'est intéressée à ça. Le sociologue Gaëtan Dosper qui s'intéresse à ces personnes qui voulaient transférer de leur sphère personnelle leurs convictions dans leur sphère professionnelle. Il se trouve que c'est assez épuisant de faire ça en plus de sa fiche de poste, essayer de se débrouiller pour porter des initiatives, que ce soit repris par la direction, les porter à bout de bras. Ce qui fait qu'avec le temps, il y a un certain nombre de personnes qui se sont regroupées pour pas être tout seul à être transféreurs et se regrouper avec d'autres transféreurs ou avec des gens qui l'auraient pas fait tout seul d'ailleurs, qui ne joignent qu'un collectif. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un certain nombre de collectifs qui se sont créés un peu partout en France et ailleurs, dans des entreprises, dans des structures publiques ou parapubliques, qui se sont regroupés tant et si bien qu'on a des collectifs aujourd'hui qui sont de taille très variée. Le plus petit dans notre réseau, ils sont 4. Le plus gros, ils sont plus de 2000. On ne fait pas la même chose à 4 qu'à 2000. Et ensemble, 27 collectifs ont créé l'association Les Collectifs il y a bientôt 5 ans. On est un réseau sans prendre collectif, on est là pour les aider. On les a pour les aider dans leurs actions, dans leurs stratégies, dans leur manière d'agir en interne dans les boîtes.
Et concrètement, nous, la manière dont on segmente les actions que peuvent mener ces collectifs, c'est qu'il y a 3 grands axes. L'axe de la sensibilisation et de la formation, l'axe des pratiques internes de l'exemplarité, donc restauration, mobilité, déchets, énergie, et l'axe de l'influence sur les modèles d'affaires et l'intégration à la gouvernance. Il y a une petite marche entre le deuxième et le troisième. Cette petite marche, on a des collectifs qui l'ont franchie, on a même des collectifs qui se sont directement attaqués au troisième, mais pour être très franc, c'est un enjeu pour nous en tant qu'asso d'arriver à faire en sorte que nos collectifs arrivent à cette troisième étape. Ça demande une stratégie, ça demande une volonté à moyen et long terme d'arriver à faire ça. Ça demande aussi un chemin. Et nous, notre vision aujourd'hui, c'est que la transition écologique des métiers, c'est sans doute ce chemin. C'est la manière pour des collectifs de salariés qui se saisissent de ce sujet, qui arrivent petit à petit à être reconnus, à avoir une légitimité, une crédibilité vis-à-vis de leur direction. Ça leur permet de faire des propositions qui sont crédibles, qui sont concrètes, qui sont légitimes, parce qu'en fait, c'est les salariés qui sont en train de proposer des évolutions, et en même temps de toucher petit à petit le modèle d'affaires, parce qu'on arrive à toucher les métiers qui font partie du cœur business, et donc d'être un collectif qui a des propositions sur les processus stratégiques, parce que c'est ça, in fine, l'objectif d'un collectif, c'est d'être un laboratoire d'expertise qu'on va consulter, qui va être capable de proposer des choses sur les grands processus stratégiques de la boîte. Donc nous, on voit ça vraiment d'un œil assez crucial pour l'intégration de ces collectifs à une forme de gouvernance, à la transition écologique des métiers. Il y a des défis, clairement. C'est le même défi que le reste des actions d'un collectif, c'est le temps. Le sociologue que j'ai cité tout à l'heure appelle ça le temps magique, du temps qu'on trouve en plus d'une fiche de poste, le midi, le soir, les week-ends, dans un interprojet. Clairement, c'est un enjeu. Le deuxième, c'est quand même que ces aspects de transition écologique des métiers sont, en théorie, et c'est le cas, pris par des directions donc c'est le périmètre. Quand on est un salarié, quand on a un groupe de salariés engagés, c'est pas évident de se pencher sur ce sujet, et donc il y a un enjeu de légitimité aussi. Non seulement qu'on nous la donne, mais qu'on soit capable de la prendre sur ces enjeux. Et donc nous, c'est aussi à ça qu'on sert, à montrer que ça s'est fait ailleurs. On a des collectifs qui ont porté des objectifs de transformation, de formation de certains métiers, de formation des nouveaux qui débarquent dans la structure, mais aussi de ceux qui sont déjà là, de partenariat avec la société civile, et d'inspirer du coup d'autres collectifs à s'inspirer des 129 autres. Parce que c'est aussi ça le but du réseau, c'est d'avoir un effet de levier qui est que d'autres collectifs ont pu faire ça. C'est à ça que ça sert cette plateforme. Pour nous, c'est de montrer à tous ces collectifs qu'ils peuvent s'outiller, qu'ils peuvent outiller leurs collègues, qu'ils peuvent leur montrer que c'est possible et qu'en fait, ils ne sont pas en train de leur proposer quelque chose qui est un ovni. C'est toujours comme ça, au départ, que c'est pris, les propositions d'un collectif, même peut-être l'existence d'un collectif, ça peut être pris comme ça. Donc nous, on trouve ça particulièrement crucial. On est convaincu que l'effet de levier principal, c'est dans le fait de faire écosystème, le fait de ne pas refaire ce qui a déjà été fait ailleurs. C'est l'ambition aussi d'une plateforme comme celle-là. Donc on est ravis d'être partenaire, on est aussi ravis de pouvoir outiller des gens qui fondamentalement ont besoin d'être outillés parce qu'ils ont peu de temps, peu de légitimité, et pour autant un fort impact potentiel qui demande qu'à être déployé. Merci. Et j'ai une question, pas pour une personne, mais pour vous toutes et tous. Donc je ne sais pas qui regarder, mais je vais vous regarder un peu tous. Pour dire que si vous aviez une seule chose à créer, ou si vous avez une initiative dont vous voudriez amplifier d'action sur la transition écologique des métiers et pour accélérer cette transition écologique, qu'est-ce qu'elle serait ? Ça, c'est pas facile de lancer la parole, donc merci. Du coup, l'idée, c'est de vous faire réagir, vous, et de vous donner maintenant un peu la parole, et de soit porter à notre connaissance une initiative ou quelque chose qui, vous trouvez, fait sens dans les choses qui ont été annoncées, peut-être des travaux que vous avez réalisés, ou des choses qui sont à faire connaître, soit interpeller les 9 intervenants que vous avez eu le plaisir d'avoir devant vous pour une réaction. Après ce débat de haut vol, qui sera le premier? Ouvrir le sujet, ça va permettre de décanter un petit peu. J'ai un peu répondu un peu à côté, mais par rapport à ta question. Si j'avais une baguette magique, j'arriverais à travailler avec les personnes qui forment les plus jeunes, en fait. Ça fait des années que je travaille dans le champ de la formation professionnelle, donc la formation plutôt pour adultes. Et ça, c'est compliqué parce qu'on arrive dans des
dans des secteurs d'activité avec des personnes qui ont déjà des pratiques très ancrées, qui sont plus âgées, donc difficiles à faire bouger. Et par contre, je parle aussi pour moi, par contre, c'est un champ d'activité où il y a beaucoup de possibilités. La formation professionnelle pour adultes offre beaucoup de liberté, on peut faire plein de choses. C'est pas si contraint. On arrive encore à trouver des financements et à imaginer plein de choses. Par contre, dès qu'on veut travailler avec les structures qui forment les professionnels de demain, c'est très compliqué pour l'avoir vécu, que ce soit avec l'éducation nationale, mais aussi avec les établissements d'enseignement supérieur. Et malheureusement, c'est peut-être ces personnes qu'il faudrait former plus, mieux à ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a un monde qui nous sépare de la formation initiale et qu'on a du mal à craquer. Donc si j'avais une baguette magique, ce serait un cheat code pour réussir à travailler avec ces personnes-là. Parce que c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie à former les gens qui travaillent déjà, pardon. Et c'est très bien et on fait très bien. Et on a encore du mal à aller chercher les plus jeunes et à transformer les référentiels, à transformer les formations existantes et les formations initiales. Et c'est assez dommage. Mais non, donc c'est un petit bémol. mais en tout cas, voilà, ça ouvre le débat et le reste. Je vais transformer ton bémol en quelque chose de positif. Parce que du coup, tu parles de la formation professionnelle. 200% d'accord avec toi. J'ai la chance d'être en plus vice-président du Loupigny-la-Salle, qui est un guide justement d'école d'ingénieurs. Et ça passe par la formation professionnelle des enseignants. Et puis j'ai aussi la chance d'être maire de ma commune, donc je vois des instituts et des professeurs des écoles en qui aujourd'hui. Oui, il faut absolument qu'on les forme à ces gens-là pour former nos jeunes en fait sur ces thématiques-là. On l'a dit tout à l'heure, il y a 15 ou 20 ans, effectivement, qu'il y a des formations éco-conception, etc. En général, c'est des options en dernière année. C'est pas des trucs qui sont ancrés philosophiquement. Et effectivement, Coopérative l'a dit, on peut se retrouver avec des jeunes qui sortent en disant « Ouais, super, j'ai un diplôme en éco-conception. » Puis quand tu les mets face à un projet, « Ah oui, mais c'était l'option en dernière année, etc. etc. » Donc il y a un vrai sujet. Et retournons sur la formation professionnelle, parce qu'il faut former les enseignants à former nos jeunes. Alors, c'est pas vraiment une baguette magique, mais en tout cas, on a essayé, le cabinet des enjeux et des hommes, d'écrire un guide pour essayer de donner la baguette magique à toutes les directions des ressources humaines, d'écrire un guide pour dire, OK, comment, en fait, on fait un plan de compétences pour entier les métiers et pour évaluer les compétences qui sont nécessaires en matière de durabilité et de se dire, OK, toutes les étapes, il y a plein de chiquitis, il y a plein d'éléments. Et comment vous faites? Et c'est pour essayer justement d'avoir une meilleure résilience en matière sur l'ensemble des métiers. Et c'est aussi ça, outiller des personnes qui agissent. C'est exactement le propos de ce soir. Donc on est très fiers d'avoir sorti ce guide qui est disponible gratuitement, pareil, pour ouvrons les sites, ouvrons la connaissance. Donc vous pouvez aussi le télécharger. Je prends le micro de ma voisine. Moi, j'ai une question un peu plus spécifique par rapport aux échanges qu'on a eus. Ça rejoint un peu, et c'est bien d'avoir différents acteurs, c'est les besoins au niveau des formations et les qualités de formation. On a parlé rapidement de ce que je disais, par exemple, sur la question de plateformes qui détruiraient certains emplois ou autres, par exemple sur l'ESS. Moi, la question, c'est plutôt sur la qualité, l'attractivité des formations pour créer un emploi qui va vers la transition et de monter en compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérêt d'attirer des développements, par exemple, si je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'on a vraiment une formation politique là-dessus? Est-ce que c'est pas mieux que quelqu'un traite par de la vente et qui est le corps d'achat? Et donc, sur le spécifique plutôt sur le côté JIRA, est-ce que, par exemple, chez Valveilla, il y a plus de formations qui vont vers monter en compétences et la qualité des matériaux qui vont être créés, et aussi la sensibilisation, bien sûr, sur la question des achats? Je pense que reste clé, surtout dans le secteur B2B, où c'est principalement le changement des mobilités qui reste une vraie problématique. Du coup, je vais te répondre directement sur la partie Vinted, parce que je sens que j'ai touché une corde sensible. C'est assez intéressant parce que du coup, on est totalement... Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, on est dans cette vieille économie. Je crée de la valeur ajoutée financière. Vinted, je crée de la valeur ajoutée financière. Je crée du pouvoir d'achat. C'est ce que je dénonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Vinted, tu crées du pouvoir d'achat pour quelqu'un, et de l'autre côté, tu vas détruire en fait de la valeur sociale, de la valeur solidaire. Je vais aller jusqu'au bout. Si on regarde en euros absolus, Vinted dépense beaucoup plus d'argent que ce qu'il en crée, tout simplement parce que mamie et papy,
qui auparavant triaient, avaient une activité sociale, avaient une utilité sociale, avaient une respectabilité sociale sur leur territoire, ben avec Vinted, en fait, ils n'ont plus rien. Ils regardent BFM TV en permanence. C'est le mot. C'est pas le sujet. Et bien sûr que... Mais c'est juste pour qu'on puisse... Non, non, mais bien sûr qu'on utilise des clichés, mais c'est juste pour monter, en fait, sur... C'est quoi l'enjeu, en fait. Et dans la formation, l'enjeu, c'est aussi comment je regarde de façon holistique la totalité du sujet. Ça, c'est pour te répondre sur cette partie, effectivement, que je sais taquine, c'est ce que j'enseigne à peu près tous les ans dans une école d'ingé, justement. Et à chaque fois, en fait, effectivement, on se dit, ouais, c'est une super bonne idée. Et en fait, on regarde, finalement, avec notre vieux logiciel, qui est de dire, je crée de la valeur financière, mais au-delà de ça, quelle est ma question solidaire et quelle est ma question sur le territoire. Sur la valeur sur le DA, oui, aujourd'hui, on a lancé des formations pour apprendre à des ingénieurs des mines, jusqu'aux ingénieurs des mines, à ne plus réfléchir sur, quand je crée un produit nouveau, quelles sont les caractéristiques que je vais aller chercher sur des produits de la mine. C'est-à-dire que quand j'extrais un produit de la terre, je sais exactement quelles sont ses caractéristiques physico-chimiques. La question, c'est finalement, on revient aux fondamentaux et quelles sont les caractéristiques physico-chimiques dont tu as besoin sur ton produit final, et regarde si un produit matière première secondaire ne peut pas y répondre. Parce qu'un des vieux sujets qu'on a sur ces emplois en fait, de matière pour éviter d'aller chercher dans la mine, c'est de dire il faut que ma matière première secondaire réponde aux mêmes caractéristiques que le produit que je vais extraire de la mine. Bien, aujourd'hui, on soutient 2 programmes de formation pour que ces nouveaux ingénieurs finalement changent de logiciel. Je ne regarde plus quel est l'équivalent, mais je regarde quel est mon besoin fondamental, à quoi je dois répondre. Et finalement, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, tu vas retrouver exactement le même point d'appui. C'est pas c'est quoi mon vieux modèle et qu'est-ce que je dois vendre à mon client, et c'est finalement de quoi il a vraiment besoin et qu'est-ce que je vais lui fournir en fait comme service par rapport à son véritable besoin. Donc oui, on accompagne ça, et on accompagne ça sur le meuble de façon assez pragmatique. Un chiffre, quand on a commencé en 2012, 20% des panneaux particules comportaient du bois déchet à l'intérieur. Aujourd'hui, on est à 60-72%. Merci beaucoup. Est-ce que Stéphanie, parce qu'on a parlé beaucoup d'économie de la fonctionnalité de la coopération, est-ce que tu... Je suis ambassadeur, donc on peut en parler. C'est une journée assez exceptionnelle pour moi parce qu'on était en colloque tout à l'heure, organisé par l'Assemblée nationale sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Moi, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'en parle avec très très peu d'écho, il faut dire. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'accélération. Donc voilà, je kiffe. Cette journée est vraiment exceptionnelle. Et puis, quand on a des ambassadeurs comme toi, je me permets de te tutoyer parce que je sens qu'on a beaucoup de choses en commun, même si on ne s'est jamais croisés, mais je sais que tu connais, je pense, mon homologue de Terre EFC Occitanie. Donc voilà, j'espère qu'en fait ces échanges nous auront donné envie d'en savoir plus sur l'économie, la fonctionnalité de la coopération. En tout cas, on est très content d'avoir lancé avec Catherine qui est là, Annabelle, je ne sais pas si tu es là, tu es derrière. Voilà, on a lancé un MOOC. C'est pas facile le sujet de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Accrochez-vous, c'est assez compliqué. On a essayé quand même de faire une intro. Et j'espère que ça vous donnera envie. Et on est ravis des coopérations. Et quand moi je dis le mot coopération, j'insiste vraiment dessus parce que tout le monde ici dans cette pièce coopère, ou en tout cas a le sentiment au quotidien de coopérer. Non, mais pas tous quand même. La même chose derrière ce mot. Donc moi je salue les coopérations qui se sont établies pour le lancement de cette plateforme. Et puis moi, un peu au quotidien, avec Arthur et Samuel et toutes les personnes merveilleuses qu'on a rencontrées chez Vidat Makers. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci donc d'être là. Un petit mot de conclusion avant de vous inviter à poursuivre ces échanges devant un petit verre dans la salle qui est juste derrière. Voilà. On a essayé de vous faire vivre un petit peu la réflexion qu'on a pu avoir et l'écho que ça peut avoir à travers tous les intervenants de la chaîne de valeur sur ces enjeux de formation professionnelle et de transition écologique. On a envie de poursuivre cette discussion avec vous sur des enjeux précis, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit sur le secteur du BTP ou sur l'économie de la fonctionnalité, des manières de pouvoir fédérer, de créer des coalitions, des collectifs, ou en tout cas, tel qu'on l'a imaginé, de comment faire du commun avec ce projet-là.
On est ravis de pouvoir continuer cet échange avec vous. On a l'objectif de répondre à un appel à projet courant juin pour pouvoir donner un avenir à cette formation et encore plus d'ambition. Donc voilà, si vous souhaitez en discuter avec nous, on serait ravis de continuer l'aventure à aider. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là. Et à très bientôt.